Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Cédric. Cédric, ça va la pêche ? Oui, la pêche. Nous sommes avec Thomas Fournier, ça va la pêche ? Ouais, très bien, et vous ? Ouais, alors rapidement pour présenter Thomas, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore, il est intervenu sur quelques podcasts, c'est le joueur de Marius dans ce sens. Très rarement. Ouais, tu interviens très très rarement sur les podcasts. Mais tu fais partie de l'environnement de la cellule, on discute très très souvent avec toi. Des premiers temps. De la cellule des premiers temps, voilà. On me discute très souvent avec toi, notamment de philo, parce que Thomas a fait ses études de philo avec Cédric, avec moi, bien sûr, et avec Flavie. Flavie, ça va ? Coucou. Coucou, ça va à la pêche ? Bah oui, la patate. Aujourd'hui, c'est toi qui vas leader ce podcast, puisqu'il s'agit d'un playtest de ton prochain jeu, Le Passage. Ah, c'est pas la peine de dire prochain, on peut dire de mon jeu, puisque je n'ai encore jamais sorti de jeu. T'as pas participé à des jeux déjà ou... Si, mais Ok, d'accord. Très bien. Sous mon propre De ton nom, jeu. ce sera le premier. Ouais. C'est un playtest. J'ai besoin que vous fassiez les crash testers, les loulous. Vous êtes des demises. Voilà. Des demi. Et donc, du coup, on doit s'attendre à finir dans le mur ou ça se passe comment ? Et là- Alors, c'est la dernière partie que j'ai faite, j'ai pas eu d'écran bleu. Donc, C'est a avec priori, Maxime non. Morgan, qu'on salue au passage. Mais voilà, va y avoir des choses. J'ai besoin moi de tester certaines règles que j'ai changées. J'ai aussi besoin de voir sur ce que j'appelle les monstres et les némésis, c'est-à-dire ce que vous allez avoir à affronter entre guillemets. De voir si j'ai bien fait la balance et l'équilibrage. Voir si c'est pas trop facile, voir si c'est pas trop dur aussi. Et j'ai besoin de voir parce que là, la dernière fois que je l'ai fait playtester, j'ai fait un scénario qui est un des scénarios types de mon jeu, qui est un scénar hors chronique. Et là, vous allez tester le premier scénario de la chronique, sachant qu'il y en a que 2. Et l'intérêt de m'avoir à ta table, c'est que comme je suis un immonde pouspion ludiste, on pourra tout de suite voir si c'est trop facile ou trop dur. Le plus immonde des pouspions ludistes. Non, au-delà de ça, la dernière fois que j'ai playtesté avec des gens dont je connais les goûts, etc. Donc je savais qu'ils m'aideraient sur certains points. Là, je vous demande, vous, d'être là parce que je vous connais, j'ai fait des années de jeux de rôle avec vous, je sais exactement comment vous jouez. Donc du coup, je sais que sur ce que je recherche, vous allez pouvoir m'aider en fait. Alors c'est ça, c'est ce que Pas j'allais de souci, dire. on est là pour ça. Ouais, c'est que là, en fait, on regarde les joueurs autour de la table. On est tous les anciens de la promo de Rennes 1, auquel appartenait François aussi, Fanchou, qu'on entend dans certains podcasts aussi de la cellule. Et voilà. Et donc, du coup, là, tu t'es entouré en fait de gens qui sont très proches de toi, qui jouent avec toi depuis des années. Ça, c'est un des intéressant. prochains crash tests que je ferai, ce sera avec des gens qui sont pas du tout sim. Ça, c'est rigolo. Et pour voir si ce que j'ai préparé marche. Et si ce que j'ai préparé marche, un autre playtest que je te demanderai plus tard, ce sera parce que moi j'ai créé ce jeu parce que c'était un jeu auquel j'avais envie de jouer et que je le trouvais nulle part, donc je l'ai créé. Et du coup, moi j'aurais envie d'y jouer et donc je le donnerai à lire à quelqu'un qui n'y aura jamais joué et qui ne connaîtra ça ni d'Ève ni d'Adam pour voir s'il arrive, à partir de ce que j'aurais écrit, lui à pouvoir le maîtriser ou elle à pouvoir le maîtriser. Ouais. Et moi, en tant que joueuse, si je ressens ce que j'ai prévu. Ce que je trouve absolument génial, c'est qu'en discutant, en préparant cette émission avec toi, on s'est rendu compte qu'il y aurait presque, tu vois, pour chaque jeu, il faudrait presque faire justement 4 émissions playtest différentes. Un premier playtest, justement, où il y a peut-être un écran bleu. Parce que public différent, quoi. Parce que l'environnement est différent, tu vois, situation expérimentale avec des amis, avec des gens qu'on connaît pas. À force de tester quand même des jeux, je vois ce qui marche et ce qui marche pas dans les tests. Et donc moi, j'avais vraiment des idées très précises en fait de ce que je voulais pour les playtests, qui étaient tant que j'avais l'écran bleu, quelle que soit la table, je prenais la table. Quand là, j'ai pu l'écran bleu, j'étais là, ok, maintenant on va être dans l'affinage. Là, la dernière fois, je savais ce que je voulais pour mon playtest. Là, je sais ce que je veux, je sais ce que je vais chercher, je vous en ai parlé. Je sais, il y a aussi une mécanique dont je ne vais pas vous parler maintenant parce que je veux voir si elle marche. C'est une mécanique cachée, j'en parlerai après, qui doit pouvoir éviter une règle que je ne veux pas mettre, mais qui en même temps, et là, je vous en parlerai. Voilà, on va voir si cette règle-là marche. Ouais, c'est intéressant. Mais là, je ne peux pas vous en parler parce que si je vous en parle, vous allez fixer dessus et du coup, ça ne marchera pas. Mais tu vois, c'est marrant comme chaque émission playtest est différente. Par exemple, j'ai le souvenir de Thomas Munier la saison dernière qui était venu nous faire playtester un jeu qui était fini. Et en fait, si j'ose dire, c'était un peu son crash test final. Tu vas te faire tester ça à la cellule. Puis là, vraiment, si ça n'avait pas plu, il aurait dû peut-être remettre les mains dans le cambouis. Bon, là, en l'occurrence, il a eu de la chance, ça a plu. Donc, il savait que c'était publiable. Tu vois ce que je veux dire ? Et là,
c'est rigolo, je trouve, dans les playtests maintenant, il faudra qu'on fasse ça à chaque fois, qu'on présente aussi le contexte dans lequel et l'intention en fait du playtesteur, de la personne qui vient nous faire playtester. Pourquoi est-ce qu'il vient à la cellule nous faire Là, moi, playtester un j'avoue jeu, avoir aussi dans quel quelque chose contexte de cool, c'est que je sais que je vis à la cellule, moi, donc en fait, les playtests, je vais pouvoir en faire, et donc c'est pour ça que j'ai déjà prévu la deuxième émission pour quand ça marchera, parce que voilà. Et puis là, j'ai quand même avancé pas mal l'écriture. C'est pour ça, là, je suis rendue à devoir écrire l'adversité, et donc avant de pouvoir l'écrire, j'ai besoin de faire ce crash test pour être sûr que les équilibrages sont bons, parce que sinon, ça sert à rien. D'accord. Ouais. Donc voilà, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Là, je vous imite l'oncle Sam. Alors, qu'est-ce que c'est que le passage Alors déjà, le passage, c'est le nom du jeu. Ouais. Alors le passage... Parce qu'on est passage. Ah c'est toi le passage. Alors, le passage se joue au tout début dans l'univers contemporain. Et vous allez être avec vos personnages amenés à passer dans ce qu'on appelle le monde imaginaire, qui est le monde des contes, mais pas les contes sympas, des contes qui seraient entre guillemets les vrais contes, qui n'ont pas été édulcorés, avec des trucs très flippants, avec dans un village des portes dont le sang coule, avec des monstres, avec le petit chaperon rouge, il n'est pas très sympa, et s'il porte du rouge sur lui, c'est pas... Voilà, un monde imaginaire un peu étrange. Et pourquoi je vous fais jouer là-dedans avec ce jeu, je veux faire explorer ce que j'appelle les arpenteurs. Je suis une joueuse de Magic. Vous jouerez en fait des gens qui vont arpenter ce monde imaginaire pour se rendre compte, en explorant dans ce monde imaginaire une problématique, qu'ils n'ont pas besoin d'être dans un monde imaginaire pour être des héros, et que vous êtes des héros en fait tous les jours, mais que vous ne le savez pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est pour toi. C'est le monde imaginaire qui va un peu comme une espèce de quête initiatique, nous faire découvrir qui on est. Un peu comme Sam Gamgee, quoi. Quand il part, il a jamais osé dire à la nana qu'il aimait qu'il l'aimait, et puis quand il revient, il a affronté des démons, des dragons. Bon, finalement, dire à la nana qu'il aime, je t'aime, ça va. Il sait qu'il peut le faire. Quand je présente ton jeu, j'aime beaucoup aussi le comparer puisque c'est un conte, en plus, le conte du magicien d'Oz, où ces héros, justement, partent à l'aventure pour récupérer des choses qu'ils pensent ne pas posséder, et c'est au cours de l'aventure qu'ils vont réaliser que les choses qu'ils pensent ne pas posséder, ils les possèdent à plein, justement. Et donc ça c'est un truc que je trouve dans ton jeu aussi. Moi c'est ma première partie du passage. Donc c'est ma deuxième ou ma... C'est ta deuxième, ouais, c'est ça. Mais techniquement ta troisième. Troisième. Le premier playtest que j'avais fait, j'avais pas dit que c'en était un. C'était avec... J'avais filouté. J'avais filouté. Mais bon. C'était avec Thomas Poussou ? Non. Ah non, d'accord, c'est pas le vieux jeu. Celui-là, c'était un vieux truc où j'en parle dans l'avant-propos, donc je sais pas, on va peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite, mais j'ai mis très longtemps à pondre ce jeu parce que j'ai été polluée pendant des années par le média cinéma et le média littérature qui m'ont littéralement empêché d'écrire en fait un jeu de rôle. Le terme de polluer est un peu méchant, je trouve. Mais Non, il est pas méchant, il est clair. J'étais polluée. Je dis pas que les autres le sont, je te dis, moi, j'étais polluée. Moi, j'étais polluée, j'arrivais pas à me détacher de ces médias il a fallu que je réfléchisse longtemps. Mais bon, bref. Et donc, dans le passage, vous allez être confronté à de la nature hostile, à pas mal de choses, et il va falloir réfléchir en groupe comment avancer. Alors, ça m'amène à vous parler du contrat social. Vous allez jouer des personnages avec des problématiques à résoudre. Vous allez vous révéler être un héros dans le monde imaginaire et dès lors aussi dans le monde réel. Votre groupe est soudé, on ne joue pas de mauvais coups aux autres joueurs pour le plaisir. Vous devez résoudre la partie et pour cela avancer à accepter ce que le meneur de jeu vous propose. Vous jouez dans un monde féerique et obscur appelé le monde imaginaire. Votre personnage n'est pas un salaud, mais au contraire quelqu'un qui se révélera courageux. Si vous êtes un salaud, il y aura des conséquences. Vous pouvez subir des transformations physiques. L'ambiance va de pair avec des créatures et un monde étrange qui peut vous mettre mal à l'aise. Ce monde est celui de nos peurs d'enfants. Attention, on ne joue pas Cthulhu pour autant. Il faut respecter le canon esthétique des inspirations. Je vais vous en parler après. Ouais. Vous devez faire des propositions pour faire avancer la partie. Le meneur de jeu n'est pas là pour le faire à votre place. Le meneur de jeu n'est pas là pour vous piéger, mais au contraire pour vous mettre en valeur. Alors sur ces dernières choses, en tant que meneur de jeu, je ne suis pas un meneur de jeu qui va prendre énormément de place. Moi, j'aime bien en fait regarder les gens jouer. Donc, bougez-vous le derrière. Vous avez des bonnes idées. Je suis là pour réagir à vos idées, mais pas pour les faire à votre place. Ce qui veut dire que quand j'écris un entre guillemets scénario, ce n'est pas un scénario. Je vais vous le montrer. Mon scénario là,
Je l'appelle du coup plutôt le canevas. En fait, ça tient sur une feuille A4. Il y a quelques idées. J'ai des monstres et des némésies à côté à créer en rapport avec ce que vous allez faire. Donc, pour l'instant, elles ne sont pas terminées puisqu'on n'a pas encore fait les personnages. Ils vont évoluer avec vos personnages. Et c'est tout. Et tout est transformable en fonction de ce que vous allez faire. Ça se trouve, la moitié des choses vont pas me servir, quoi. Nous avons un système de jeu qui, pour l'instant, semble cohérent avec le propos, ce qui fait plutôt un bon point. Le canon esthétique, je vais vous parler des inspirations. Alors, mes inspirations, pourquoi j'en parle ? Parce que ça permet vraiment de se mettre bien dans la tête ce à quoi on va jouer. Dans un premier temps, les premières choses qui me sont venues en tête, c'était le travail de Chris Van Allsburg, celui qui a créé Jumanji, Pôle Express, etc. C'est un auteur qui a vraiment un univers extrêmement dark, alors que c'est des livres pour enfants, où quand on regarde une image, il y a toujours des trucs un peu étranges et absurdes qui nous mettent mal à l'aise. Je pense notamment Les Mystères de Harris Burdick, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Dans un second temps, tout l'univers des contes, mais les vrais contes, pas ceux qui ont été édulcorés, s'il y a moyen que vous trouviez les vrais contes, par exemple de La Belle au bois dormant, ou ce genre de choses qui sont absolument immondes. Bref, évitons Disney. Voilà. Ou Dame Hiver, qui a les dents coupées en pointe, qui sont vraiment les vrais contes, qui étaient au contraire des histoires d'horreur qu'on se racontait autour du feu, plus que des histoires qu'on racontait aux enfants avant de dormir. C'est une sorte de... En gros, le monde imaginaire est une sorte de monde de Narnia en version un peu flippante. Pour le côté absurde, tout ce qui est la littérature un peu absurde avec les transformations, etc. Ah, tu penses aux Chroniques des Féales, par exemple, de Mathieu Gabriel ? Oui. Le livre des choses perdues de John Connolly, si vous ne l'avez pas lu, c'est juste superbe. C'est un enfant qui rentre dans une sorte de monde imaginaire comme ça, sauf que ça va être un monde féerique très, 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 très effrayant, avec des monstres absolument immondes qu'il va rencontrer alors qu'il est un enfant, et des détails qui me hantent encore quelquefois. Si je peux me permettre, il y a aussi le Labyrinthe de Pan. Le Labyrinthe de Pan, ouais. Qui est une inspiration. Il y a le Alice au Pays des Merveilles. Il y a tous ces films aussi de fantasy de quand on était enfant. Légende, Willow, Princess Bride. Légende avec le démon absolument immonde. Alice au Pays des Merveilles, le livre, du coup. Oui. C'est jamais, Disney a aussi massacré ça. Donc, Oh non, il l'a pas massacré. Ça se discute. Parce que, voilà. Pareil sur Imaginez Pinocchio, la scène de la transformation de l'enfant en âne, qui est absolument affreuse. Voilà, genre de choses. L'apprenti épouvanteur, évidemment. Bref, il y a dans Zelda les petits gobelins. Ah oui, parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut que je vous parle. Alors, c'est un monde imaginaire sombre, presque gothique, mais avec des petits trucs mignons que je saupoudre ci et là, ce que je trouve moi mignon, par exemple dans Zelda, les petits gobelins absolument affreux, mais qui ont des petits cris bizarres et mignons. Tu penses à Zelda sur GameCube, Wind Waker, ouais. Wind Waker. Qui ont des petits trucs mignons. Alors voilà, il y a toujours moyen en fait. Même si ça fait peur, il y a toujours moyen qu'on découvre en fait pourquoi une créature qui avait l'air affreuse était en fait adorable et peut devenir ton allié, comme dans finalement le livre des choses perdues, où même s'il est confronté, le personnage à des choses affreuses, en fait il comprend qu'il y a certains personnages qui ne le sont pas, et toujours se méfier des apparences du coup. Voilà, je pense que j'ai à peu près présenté. Là, c'est pas mal, ouais. T'as bien brossé le tableau. Peut-être nous parler un petit peu du système. Alors le système, attendez, je prends ma petite feuille puisque je l'ai résumé sur des petites feuilles. Alors, le système, pour l'instant, je l'ai voulu assez simple. Quand est-ce qu'on lance un dé ? On lance un dé, je vous ferai lancer un dé pour mettre un joueur en valeur ou pour montrer ce qui résiste dans l'univers. Un joueur, tu veux dire, un personnage ? Oui, un personnage, un arpenteur. Pour mettre un arpenteur en valeur. Sachant que c'est le but aussi du MJ, c'est de mettre les arpenteurs en valeur, vu que moi, comme je vous l'ai dit, je suis un MJ très en retrait, donc du coup, il faut bien. Pour que je vous ferai lancer des dés pour montrer ce qui résiste dans l'univers, pour que tout soit pas trop facile. Le but, c'est que quand il y a un jet à faire, en fait, on est deux à le faire, moi et vous. Celui qui a fait le plus grand score gagne. Quand c'est le passeur qui gagne, il explique comment l'arpenteur rate, et l'arpenteur ajoute comment cela lui permet de continuer. Et si c'est l'arpenteur qui gagne, il explique comment il gagne. Voilà. Alors, il y a plein de petites choses en plus, parce que sur la fiche de perso, vous allez écrire, moi, ce que j'appelle des faits, parce que j'ai joué à Sens. Vous allez écrire des faits, et quand il y a quelque chose, une action en rapport avec un fait que vous avez écrit, c'est un succès automatique. Okay. Si l'arpenteur fait un 1 sur le dé principal, je vous expliquerai ensuite les dés qui avancent, c'est un échec critique. Donc là, c'est le passeur, c'est-à-dire le maître de jeu, qui explique comment l'arpenteur peut continuer. Il y a plein de petites règles après que je vous expliquerai qui ne sont pas extrêmement intéressantes.
Sachant que tout ça peut être transformé avec des jetons. Alors, quand Il y a gagner un des... MJ, il y a un MJ. Un MJ, quand j'appelle le passeur, c'est moi. D'accord. Et mais comme je suis assez en retrait, je suis plus là vraiment pour faire Animatrice des... plus que... ouais. D'accord. On verra, justement. Et puis, il y a un secret sur ce passeur dans le jeu, donc, comme beaucoup de jeux, finalement. Oui, tout à fait. Il y a des jetons que vous pouvez gagner. Vous pouvez les gagner en rapport avec si vous explorez votre problématique. Comment explorer votre problématique? Alors, très souvent, vous le faites tout seul. Mais je peux aussi vous poser des questions. J'appelle ça le système de questionnement sur votre problématique. Et à partir de là, vous pouvez gagner des jetons. Vous pouvez aussi gagner des jetons quand vous faites des trucs cool. Alors, C'est ça que tu disais quand tu disais que ce compte filait les jetons, finalement. Exactement. Et donc, quand vous avez alors, le nombre de joueurs plus un jeton, vous pouvez utiliser ces jetons pour demander à réaliser un jet ou faire une réussite automatique. Alors, contre ce que j'appelle les Némésis, qui sont des gros boss du jeu, il y aura des petites choses dont je vous parlerai tout à l'heure, mais bon, on va réexplorer ça après. Et il y a aussi finalement un système de transformation et de bienfait. Alors, en tant que passeur, je vais me servir des personnages que vous allez créer pour transformer les monstres qui sont déjà créés, mais pour les amener en fait à correspondre à vos problématiques et vous amener en fait à être corrompu. Je vais essayer de vous corrompre dans la partie. Je vous dis pas comment, parce que ça fait partie des règles. Et si je vous corromps, vous pouvez être amené à subir des transformations. Parce que quand on est un héros, comme dira Yoda, plus facile est le chemin de la force obscure. Mais voilà. Ouais. Par contre, si vous arrivez à suivre le chemin lumineux, vous aurez aussi un système de bienfait en vous rajoutant des jetons. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouvait dans ton premier jet Exactement. de Medfly. Ouais. Oui, tout à fait. Je maintiens que j'ai presque eu la sensation d'y avoir joué déjà 2 fois, tu vois. Ouais, sauf que là, du coup, le système me plaît plus parce que moi, je suis pas un MJ en fait qui arrive à gérer énormément de règles. Alors, pas du tout. Ouais. Donc, en fait, il me fallait un système très simple et un système où j'ai pas grand-chose à foutre. Voilà. Donc, en fait, c'est vous qui allez faire beaucoup de choses. C'est chouette. Et plus vous avez de jetons, plus vous allez pouvoir prendre le pas sur l'histoire, notamment en demandant des jets. Alors, on gagne des jetons aussi en explorant sa problématique. Puis, comme vous êtes obligé de dépenser 2 jetons pour pouvoir utiliser les plus que vous donnent les jetons, eh bien, il va falloir toujours aller plus loin dans vos problématiques et dans votre introspection et dans ce que vous êtes venu chercher dans ce monde imaginaire. Très bien, très bien. D'autres choses à présenter sur le système? Je pense que c'est à peu près tout. Le reste, on le verra après. Hein. Ok. Bon, c'est parti. Hein. On va créer les persos et puis on va jouer. À tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, fin de la partie du passage. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire de le passage. C'est un peu bizarre. On peut dire du passage. Du passage. Flavie, est-ce que c'était une partie typique de ton jeu? Est-ce que ça ressemble à ce que tu voulais? Alors, j'aurais du mal à dire que c'est une partie typique vu que je n'ai fait que des playtests jusqu'à présent. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ça commence vraiment à ressembler à ce que je veux. Et il y a des trucs qui ont marché. En fait, il y a des trucs que j'avais prévus qui n'ont pas marché comme je pensais que ça marcherait, mais qui ont marché différemment. Il y a d'autres trucs qui n'ont pas marché du tout. D'accord. Il y a des trucs sur lesquels je suis beaucoup trop gentille, donc j'ose pas... faire les trucs jusqu'au bout, il va falloir que je me sorte les doigts. D'accord. Est-ce que peut-être faire un petit tour de table pour savoir comment vous avez trouvé ça. Alors, sachant que moi, c'est mon premier playtest, alors allez-y, foutez-moi plein la gueule. Alors déjà, Thomas, est-ce que tu as aimé la partie? Alors moi, c'est un jeu comme je les aime. Pas mal de roleplay. Le maître de jeu, disons, assez distant, pas mal de PNJ, il y a de l'action. Tu veux dire que les temps de parole, quand tu dis distant, tu veux dire que les temps de parole sont également répartis? C'est également répartis, autant que nous. C'est bien, on joue pas tout le temps au dé, donc c'est bien aussi. Donc ça laisse beaucoup de place à la narration. Assez satisfait, quoi. Donc toi, c'est parfaitement tes cordes. Cédric? Des points positifs, des points négatifs. Oui, j'ai beaucoup aimé jouer. Beaucoup de roleplay, donc ça c'est cool. Un univers qui est cool, qui est bien maîtrisé, même si je regrette l'absence de... je vais pas dire l'absence, mais un petit manque dans les décors.
où en fait, voilà. Après, moi, je suis très symbole, donc j'aime bien quand les décors sont vraiment à l'image des personnages. C'est mon côté Cosmos qui parle. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, pour moi en tout cas, c'était un manque. Un système de combat pour moi à revoir, mais en même temps, c'est pas le propos du jeu. Alors, est-ce qu'il est à revoir ou est-ce qu'il est pas finalement à éliminer et voir en fait autre chose ? C'est partie des questions que j'ai. Et du coup, c'est un questionnement que je comprends. Des choses plus précises. Pour moi, il n'est pas éliminé. Il n'est pas éliminé, mais il a changé parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une possibilité pour venir à bout de ce que vous combattez autrement. Donc, il faut que je le mette plus en avant. On verra. Et enfin, oui, donc des PNJ à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc voilà, très roleplay. Une distribution de parole équitable aussi. Donc ça, c'est très très bien. Ce que veut dire Cédric quand il dit que les PNJ sont à la hauteur, c'est que Flavie les a très très bien interprété. C'est-à-dire il y a vraiment un effort. On y croit quoi. Alors j'avoue que ce sera marqué dans le jeu comment je fais pour créer les personnages et comment je fais pour les jouer. C'est ça. Ouais. Voilà, donc pas mal de pistes lancées à droite à gauche. Voilà, des pistes qui renvoient, comment dire. À la vraie réalité, comme disent les gens. Voilà, mais ça, je reviendrai dessus plus tard. On va en parler de toute façon, parce qu'on va raconter aussi ce qu'on a fait dans la partie. J'ai fait une grosse erreur qui, à mon avis, il faudra signaler dans le jeu. Alors, je sais pas si on va le signaler en jeu, mais moi, j'ai fait une grosse erreur, on y reparlera. Au niveau du personnage ? Oui. Alors, justement. Ce qui fait que ça m'a tué une partie du plaisir. Ça tombe bien. Alors, moi, clairement, j'ai adoré on va dire. Mettons que le scénar a fait, je sais pas, 5 heures. On a joué combien de temps ? 5 heures, je pense. Attends, je l'ai marqué. On a joué de 21h. On a joué de 21h à minuit 10. Non, donc finalement, on n'a pas joué. On a joué que 3 heures. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est les 2 tiers de la fin du jeu. Le premier tiers. Le premier tiers était extrêmement mou, mais on en reparlera. Je pense que tu sais pourquoi. Oui. Le premier tiers, j'ai trouvé ça très très mou, vraiment un peu laborieux même. Et puis le deuxième tiers, alors là vraiment la partie a commencé. Il y a eu des tas de problèmes. Et donc on a pu jouer d'intelligence et d'astuce et de narration pour résoudre ces problèmes. Ça, j'ai trouvé ça, la deuxième partie du jeu, je ne l'ai pas trouvé bien. Je l'ai trouvé génial. Et j'ai vraiment adoré quoi. Et aussi un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que ce qu'on a fait là, c'est un one shot à lui tout seul. Je trouve qu'il a une valeur en dehors du fait que ce soit une campagne que tu veuilles nous faire jouer et que ça soit un scénar d'introduction. Je trouve que le scénar d'introduction en lui-même, c'est la première fois que je vois ça pour un jeu à campagne, qu'un scénar d'introduction ait une espèce de cohérence tellement forte que ça pourrait presque être un film. Tu vois, un arc narratif à lui tout seul. Ça, c'est un gros point fort. On va présenter les personnages. C'est vrai que tu disais que tu avais fait une erreur en créant ton personnage. Alors, tu vas nous le présenter, puis tu vas nous présenter cette erreur. Alors, mon personnage, Loïc le Forestier. Alors, moi, je vais te dire cependant quelque chose. Quand j'ai lu ton perso, j'avais pas compris qu'il était raciste. J'avais compris qu'il avait un problème avec la vie des autres. J'ai pensé en fait que c'était un soldat qui se posait la question sur le terrorisme. Et quand tu m'as annoncé au début du jeu qu'il était raciste, je suis là, oh. Alors, il était raciste, attention, raciste bien dirigé. C'est vraiment l'amalgame qu'on fait entre terrorisme et musulman. Ouais, mais donc, tu l'avais pas précisé sur ta fiche de perso. C'est vrai, je l'ai pas précisé. Et du coup, moi, en fait, quand du coup tu m'as lancé ça, j'étais là, ok, j'ai des choses à changer directement dans ce que j'avais prévu. Il y avait 2-3 choses qui étaient bonnes, ça roulait, mais j'en parlerai après, mais oui, j'avais pas du tout compris ça. J'ai quand même l'impression que Cédric a pas mal joué ces problématiques. Mais oui, il les a jouées, mais il n'empêche que c'était pas un truc qui était marqué sur sa fiche. Alors du coup, j'étais bien embêtée, j'avais pas du tout compris ça. Et du coup, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai peur du terrorisme. J'ai perdu mon père lors de l'attentat à Paris en 1995. Alors, faut juste expliquer un truc, c'est qu'on fait un personnage qui appartient à la réalité, qui va traverser un portail, qui va le mettre dans le monde des contes. Voilà, que le monde des contes va lui apporter des choses pour son vécu réel et qu'a priori, il en ressort grandi en ayant appris quelque chose. Donc, le personnage que vous décrit Cédric là, c'est le personnage de la réalité qui va. Oui, alors oui, puis attention, c'est pas moi, on est bien d'accord. Enfin, c'est pas moi, Cédric le joueur. Hein. Je ne suis pas raciste. Que vous fassiez un tour de table des personnages que vous avez créés pour donner. Mais justement, c'est ce que je demandais à Céd. On commence avec Cédric. Donc du coup, donc je disais Loïc le Forestier, 24 ans, soldat, un petit peu traumatisé, d'une parce qu'il s'est passé par les attentats, à Paris en
1995 et parce qu'il a fait en Afghanistan. Ouais. Voilà, du coup, très jeune, se détache de sa femme, tout ça. Enfin bon, bref, je passe les détails. Mais du coup, moi, j'ai posé comme problématique parce que du coup, le jeu nous demande de poser une problématique, c'est ultra intéressant. La mienne était: toutes les vies humaines ont-elles la même valeur? Donc moi, dans ma tête, c'était la vie d'un terroriste a-t-elle la même valeur que l'enfant qui vient de faire éclater? Ouais, ça, du coup, ça j'avais bien compris. C'est- C'est pour voilà, ça je que pense que j'avais t'as prévu des trucs pour toi qui étaient cool. Voilà, et c'est pour ça que moi, j'ai pas senti du tout de problème dans ton traitement de ma problématique. Le problème n'est pas venu de toi. Ah ouais, juste une chose pour expliquer quand même aux auditeurs. Comme je l'ai dit en préparation, en fait, je prépare un canevas. Ensuite, les joueurs vont préparer leur arpenteur. Et ensuite, moi, je transforme le canevas pour que ça corresponde à leur problématique et qu'ils puissent explorer leur problématique pendant le jeu. Et du coup, je trouve que le gros intérêt du jeu, moi, je suis passé en fait à côté de l'un des gros intérêts du jeu, qui est en fait de résoudre sa problématique. Parce que la problématique, moi, en tant que joueur, Cédric, c'est une problématique que j'ai déjà résolue. Et en fait, je trouve qu'en tant que personnage, on devrait prendre en fait une problématique qu'on n'a pas forcément résolue, pour laquelle on est un petit peu dans le flou, pour laquelle on cherche des réponses. Pourquoi ? Parce que quand on agit, voilà, quand on joue, les gens considèrent voilà, on joue. Quand on va au cinéma, quand on fait tout ce que voilà, quand on agit, on cherche forcément des réponses. Et plutôt que en fait aller dans un scénar où on a une problématique, on connaît déjà la réponse, du coup le scénar va nous apporter peu, du coup si ce n'est d'autres exemples peut-être qui pourront étoffer notre argumentaire. Mais moi, l'erreur que j'ai faite, c'est pour ça que je dis que ça vient absolument pas de toi, c'est moi. D'autant que quand je précisais pour les choix de problématiques, je disais aussi de pouvoir s'inspirer de choses qui vous interpellent dans la vie réelle. Exact. Et c'est vrai que moi, c'est une chose qui m'interpelle dans la vie réelle. Mais je me suis dit en tant que personnage, parce que voilà, après je connaissais pas le jeu en tant que personnage, est-ce que j'allais pouvoir le jouer? Et j'ai trouvé que c'était pas très intéressant en fait pour moi de le jouer parce que j'avais déjà la réponse, donc j'ai pas pu me fondre totalement dans le personnage et la problématique, même si j'ai adoré la façon dont ça avait été traité, ça a été traité très intelligemment. Moi du coup je me suis senti beaucoup moins impliqué dans cette problématique. Donc grosse erreur de ma part, et du coup je me demande si dans le jeu faudrait peut-être pas le signaler, à savoir que c'est plus agréable si on met une problématique vraiment personnelle qui... Et comme quoi j'avais bien raison de le mettre dans mon bouquin, quoi. Alors moi je vais te proposer un truc ultra radical à ce niveau-là. Obligé. Quoi ? Non, obligé à prendre ça ? Non. C'est-à-dire supprimer la problématique. Ah oui, c'est radical. Hein. C'est-à-dire en fait, en gros, les personnages sont déjà suffisamment riches. En fait, tu devrais te dire, plutôt demander à tes joueurs de réfléchir à des problématiques, pas une, plusieurs, des trucs qui te livrent à toi, qui te soumettent à toi. 1, 2, 3, ou en tout cas des sujets qui les intéressent. Par exemple, tiens, moi j'aimerais bien que ça tripe autour du temps, autour de la mort, autour de ça. Juste des thématiques même, pas forcément des problématiques. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ton jeu, à mon avis, en état, il souffre d'un problème, c'est que il est trop direct. Là, je vais invoquer le vide fertile de Fabien Hidvine et de Frédéric Sintès, parce que je trouve que c'est la meilleure théorie pour comprendre le problème de ton jeu à l'heure actuelle. Le principe du vide fertile, c'est que c'est toutes les mécaniques autour qui font comprendre en creux la problématique. Le problème de ton jeu, c'est que, mais c'est normal, c'est un jeu en développement, t'as tellement envie que la dimension problématique des personnages soit mise en avant que tu l'as mise dans presque chacune des mécaniques du jeu. Du coup, on tourne pas autour, on met les deux pieds dedans. Et parfois, c'est un peu grossier. C'est-à-dire, en fait, en gros, on sait, on a un peu l'impression de rentrer dans une scène de problématique. Et ça, en fait, en gros, les ficelles sont trop apparentes. Ce qui serait intéressant, du coup, parce que du coup, j'y pense. Vas-y, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de parler de cette problématique pour la construction de jeu, mais de ne pas la faire noter comme ça. En fait, toutes vos phrases étaient en rapport avec ça, et ensuite, je fais ma tambouille avec. Exactement. Et en fait, tu vas voir ça résout mon problème. Comme les mécaniques du jeu tournent autour d'une problématique. Et tu vois, ce qui m'intéresse, c'est qu'une problématique, un propos, si on pouvait la dire, si on pouvait l'énoncer clairement, elle n'en serait plus une. Le principe d'un propos dans une œuvre, c'est que justement, on a besoin de toute l'œuvre entière pour l'exprimer parce qu'on n'arrive pas à le dire aussi distinctement. Un propos, c'est jamais est-ce qu'il y a des pâtes dans la cuisine. C'est toujours un truc extrêmement profond, très, très personnel. Et c'est rigolo que tu dis ça parce que j'avais un gros problème sur
Sur la fiche de personnage, je ne savais pas où mettre la problématique. Et du coup, je me suis posé la question plusieurs fois du coup, je l'ai. Il faut l'enlever. Parce qu'en c'est fait, intéressant d'en parler pour aider à faire les phrases, mais de ne pas l'amener après. Voilà, il faut que tu trouves un moyen pour que toutes les mécaniques conduisent les joueurs à s'interroger sur les problématiques, mais sans rendre les ficelles apparentes, sans obliger les joueurs à dire une problématique. De cette façon-là, le joueur, au cours du jeu, choisit les problématiques qu'il veut aborder. Dans le cas de Cédric, par exemple, on l'a bien vu, les problématiques qu'il a fini par aborder, c'est la dépendance à la drogue en comparaison à sa dépendance amoureuse, c'est-à-dire dois choisir l'amour de ma femme ou les drogues qui me détruisent, par exemple. Il y a eu ces problématiques-là que tu as abordées. Et du coup, en fait, il y a eu cette... moi, je pensais vraiment à cette scène-là parce que quand je suis rentré dans le tableau, quand j'ai joué cette scène qui était vraiment excellente, dès le départ, je savais ce qu'il fallait faire, je savais comment la jouer. Alors à un moment donné, juste rapidement, on rencontre un personnage qui est tentateur et qui nous propose un indice en échange d'épreuves. Et l'épreuve de Cédric, c'est de rentrer dans un de ces tableaux. L'épreuve, c'est de rentrer dans un tableau. Mon personnage est dépendant à la drogue, il consomme régulièrement de la drogue. Donc il rentre dans le tableau, il aperçoit des gens qui consomment donc, de la drogue qui permettent d'exaucer les désirs. Résultat des courses, moi en tant que personnage, j'arrive. Ok, le personnage est confronté donc normalement à un dilemme, mais moi en tant que joueur, je sais que je dois répondre à la problématique, je sais comment faire pour me sortir en fait de là, et du coup le dilemme n'en est plus un parce qu'en fait ça en pose un à mon personnage. Mais à part avoir faire le côté théâtre et tout qui est très chouette, je trouve que du coup on sort de l'intention qui est de justement questionner le joueur derrière le personnage. Et moi du coup quand j'étais dans cette scène là qui était pourtant vraiment très très bien, moi en tant que joueur j'ai fait ok bon bah je sais je dois faire ça et résultat des courses je me suis pas questionné une seule seconde moi en tant que joueur. Alors que je trouve que c'est l'une des grosses intentions du jeu et qui est vraiment génial justement. Tu vois, le principe du vide fertile, c'est que autour des mécaniques va émerger la problématique centrale que l'auteur veut voir abordée dans son jeu, sans que pour autant il y ait une mécanique qui dise il faut faire ça. Par exemple, dans Sens, il n'y a aucune règle qui oblige les joueurs à se poser des questions philosophiques. Mais tout le jeu est branlé pour qu'en fait on soit obligé de s'en poser. Mais il n'y a aucune règle qui dit là il y a une scène de questionnement philosophique. Tu vois ce que je veux dire ? Et là c'est un petit peu ce que je reprocherais à ton jeu, c'est qu'il t'oblige à avoir des questionnements problématiques alors qu'à mon avis t'as pas besoin. Non, parce que mais ton en univers il est supprimant suffisamment ça, ce sera largement suffisant. Moi je pense que, et en plus la problématique, moi j'en ai chié pour en trouver une. Et je vais présenter mon personnage, j'en profite. Donc moi je jouais un geek, Julien Berger. J'ai voulu vraiment faire un personnage très proche de moi, donc 38 ans, des cheveux longs, des lunettes. Alors j'aime beaucoup la fiche de personnage. Extrêmement proche de toi. C'était à tel point qu'on se demande même si c'est pas moi, et si je mens pas sur mon identité. Donc en réalité... alors là, c'est difficile de présenter mon personnage sans dire les phrases rituelles qui accompagnent que je trouve très bien. Quand j'étais petit, j'aimais les contes car... Pour celle-là, je tiens à dire merci à Morgane, c'est elle qui a eu l'idée pour cette phrase-là. C'est une super bonne idée parce que ça permet d'avoir... Très 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 bien. Et puis on sait qu'on a des personnages qui sont cultivés. Et ça c'est tout con mais c'est hyper important. Parce que ça va permettre d'admettre le fantastique et le monde imaginaire en fait. Je trouve. Ça dépend ce que tu appelles cultiver, mais ça permet en fait de mettre en place un univers qui va correspondre aux desiderata du joueur. Le problème qu'il y a eu avec ton personnage au dernier playtest, en fait, qui du coup n'avait aucun lien avec les contes et se retrouvait jeté là-dedans comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, ça a pu voir émerger, alors grâce à d'autres choses aussi, mais des discussions sur les contes et sur la littérature qu'il n'y avait pas eu lors du dernier playtest. Ouais. Alors, j'ai plus de doutes sur la phrase rituelle « Je n'ai aucun talent pour ». Alors, elle sera virée celle-là. Ce que j'appelle des phrases rituelles, c'est des phrases qui nous permettent de créer notre personnage. J'ai vu aucun de nous trois l'utiliser. Alors lors du dernier playtest, elle avait servi, mais là, avec les nouvelles, en fait, c'est devenu, parce que du coup, j'ai changé d'autres trucs autour sur les fiches, et du coup, le reste est devenu tellement riche qu'en fait, celle-là ne sert plus à rien. Le j'adore, 3 petits points, est très bon par contre. Voilà, mais alors moi j'ai cette question, le j'adore, 3 petits points, est-ce que tu l'as utilisé dans la création du scénar ? Non, j'ai plus utilisé vos phrases, mais le j'adore en fait permet de se mettre quelque chose en tête, je trouve, quand on écrit. Mais je trouve que justement, en fait, le j'adore, il pourrait rentrer dans les phrases courtes. Le j'adore, très clairement, parce que moi j'ai mis j'adore combattre. Voilà, j'ai mis entre parenthèses oubli de l'arrêter. Ces deux trucs-là, ils peuvent sauter. Pour moi, il pourrait sauter parce qu'il rentre dans le cadre des phrases courtes. Et pourquoi tu trouves qu'il était bien, toi, Rome, du coup ?
Parce que je trouve que c'est un trait qui donne de la couleur et une orientation au départ pour aider à créer son personnage. Ouais, c'est pour ça que je l'avais mise. Ouais. Mais même je n'ai aucun talent pour. Hein. Ouais, ici, il aide aussi. Hein. Mais moi, je trouve peut que servir les en traits, et le problème, c'est que tu trouves aussi les traits, les phrases courtes au fur et à mesure. Ce qui fait que ton personnage peut aussi un petit peu changer au fur et à mesure. Les phrases sont déjà là pour ça. Et je trouve que le j'adore et je n'ai aucun talent pour, en fait, sont des phrases qu'on peut intégrer dans les faits, dans les faits. Donc les faits, justement, de mon personnage, donc moi c'était j'aime les jeux, j'ai besoin de lunettes pour voir, je suis fort, je suis effrayé par le temps qui passe, j'ai peur de la mort, ma famille est ma force, j'ai des affres qui m'empêchent de parler tout le temps, je suis écrivain, voilà, blabla. Et la problématique, donc, c'est faut-il être un génie pour avoir le droit de vivre, etc., etc. Donc voilà, ça donne comme ça aussi une image de la fiche de personnage. Moi j'avais un personnage en fait qui était fait pour accepter le monde imaginaire. Je voulais pas me retrouver dans le cas où on avait été avec le playtest de Morgane et Maxime, où je me retrouvais un personnage qui avait justement rien à voir et qui était en train de fuir en fait le monde imaginaire, dire il faut rentrer, j'ai trop peur. Je trouve qu'avec la première phrase, c'est déjà plus difficilement possible d'entendre des choses comme ça. C'est pour ça que quand je dis cultiver, j'aurais dû dire instruit des contes, instruit du monde imaginaire, qui n'est pas, tu vois, ça va te pousser à. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, un geek qui est très heureux de faire un grand GN finalement. Quoi. Je pense aussi que ça fait partie du contrat social d'avoir des personnages qui sont capables d'accepter au moins en partie le monde imaginaire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je pense que créer un personnage qui est complètement en opposition à ça, j'ai l'impression que tu romps en fait le contrat. Quoi. C'est comme si tu faisais à Cthulhu un gars qui veut pas un investigateur. Je pense que du coup tu peux pas jouer au jeu en fait. En fait voilà, c'est ça. J'ai perdu au jeu en plus. Thomas. Et vous aussi. Ton personnage. Moi, je voulais très revenir, intéressant. D'abord sur la problématique du contrat, parce que je le trouve assez serré. Il encadre quand même beaucoup le contrat social du jeu. Ouais. Et c'est peut-être justement pour ça, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un. Non mais oui, Cédric, c'est-à-dire on voit bien les ficelles en fait sur certains passages. C'est-à-dire, par exemple, tu penses à quoi ? On a la liberté d'imagination sur des scènes, sur savoir ce que l'on va faire dans les actions, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que, par exemple, des scènes critiques comme celle de la peinture ou autre, où on doit apporter une réponse à notre problématique et on sait qu'il n'y a qu'une seule réponse possible pour pouvoir sortir du jeu et qu'on est de toute façon contraint de sortir du jeu par les règles. Et on veut un happy ending. Ça, c'est obligatoire dans le contrat. Quand tu as fait la scène de la tentation, donc on a tous été ton personnage. Une chose, t'es pas obligé de sortir du jeu. Hein. Lors du dernier playtest, Morgane, elle est restée dans le monde imaginaire. Oui, j'étais étonné que Fly ne réagisse pas du coup au propos là, parce que c'est vrai que personne ne t'oblige. C'est pas dans le contrat. Il est dit que si vous sortez, vous devez apporter une réponse à votre problématique. Mais il n'est pas dit que vous êtes obligé de sortir. Et qui plus est, cette problématique peut aussi bien être. Dans mon cas, toutes les vies humaines ont-elles la même valeur ? Je peux oui ou non. Hein. Tu veux dire sortir du monde imaginaire ? Sortir du monde imaginaire, ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est pas ce que je pensais que tu étais en train de dire. Alors moi, mon personnage, pour expliquer un petit peu, donc c'est un personnage d'une soixantaine d'années qui est atteint donc d'un cancer, qui n'a assez récemment, qui s'est déclaré assez récemment. Il n'en a pas encore parlé à ses enfants. Il n'en a pas encore parlé à ses 2 enfants. Il est séparé de sa femme. C'était quelqu'un de cultivé, qui n'aime pas trop son travail. Il a toujours finalement été suiveur, exécutant. Il a toujours eu son petit confort matériel et il n'a jamais su, disons, vivre pleinement sa vie, des aventures ou autres. Il s'est toujours un petit peu sacrifié tout au long de sa vie. Là, il est confronté à une mort prochaine. Sa problématique, c'est est-ce qu'il va avoir la force de lutter, de vivre et pour quelle raison. Et de dire aussi à le ses courage, enfants, le courage qu'il n'a pas eu avant pour vivre pleinement, est-ce qu'il l'aura dans la maladie pour finalement s'accrocher à la vie. Et c'est génial quoi. Et donc c'était pas mal puisque dans la scène par exemple du miroir, il y a eu justement cette tentation. Alors quand il rentre dans le pays imaginaire, justement, il perd
son état fébrile. Enfin, il est plus malade et il se sent revivre. Ouais, ça, c'est intéressant. Il a le goût de l'aventure Ça, c'était excellent. qui lui monte à la bouche là, et donc c'est vraiment très intéressant. Il se prend au jeu et il se dit en fait qu'il serait beaucoup mieux dans ce monde-là et pas dans le monde réel. Mais par contre, dans le monde réel, il y a ses enfants, il y a la réalité de la vie qui est dure, mais est-ce qu'il aura le courage de l'affronter? Et finalement, c'est un peu la grande ficelle, c'était au cours des péripéties, il se rend compte que oui, effectivement, il faut qu'il rentre pour sa famille, etc. Donc, je voyais pas d'autre issue que celle-là. Ouais, c'était vraiment chouette. Je croyais que tu parlais, toi, au début du tableau. Parce qu'on peut on peut décider de rester dans le tableau. De toute façon, vous vous réveillerez dans un lit, le lit de l'auberge. Mais on peut décider d'y rester. Donc, je vais juste rapidement raconter, très très rapidement, le contenu fictionnel malléable de cette partie. Vous dire juste vraiment dans les grandes lignes. Je rentre pas dans les détails de chaque perception, chaque joueur, mais on verra. Donc, au départ, chacun d'entre nous va jouer une scène de sa vie quotidienne. Une scène qui concerne sa problématique. Donc toi, tu vas à la chimiothérapie et tu repenses à tous ces mensonges que tu as dû dire à tes enfants. Oui, voilà. Que je vais pas pouvoir cacher la maladie bien longtemps, mais est-ce que je vais avoir le courage et de le dire et de voir la pitié des autres, tout à fait. Voilà, pour ma part, je suis en stress post-traumatique. Exactement. Donc, du coup, je vais voir ma femme à la fin. Enfin, je suis dans mon boulot. Je vois un maghrébin qui, pour moi, du coup, terroriste, tout ça. Donc, je lui pète la gueule. Et je rentre chez moi, je vais voir ma femme. Puis, je lui dis que je me casse. Et puis, je vais en soirée avec mes potes. Et je vais m'enfiler un rail de coke. Voilà. Moi, je suis à l'enterrement d'un ami avec qui, récemment, on a eu une discussion sur le temps et tout ça. Et donc, cet ami s'est suicidé. Je me demande si je serais pas responsable un peu de son suicide vu les dernières conversations qu'on a eues, etc. Et donc on s'endort chacun à côté de sa femme ou dans l'endroit où on est. Et je tiens à dire que ces scènes-là sont particulièrement réussies. C'est vraiment excellent. Parce que moi je me tâtais justement. Moi je trouve ça vraiment très cool. bien. Alors après c'est en lien avec la problématique. Si tu veux virer la problématique, bon voilà. Non mais justement. Mais quand même garder ces scènes-là et justement donner une orientation au personnage, c'est vraiment vraiment excellent quoi. Ouais, pas réduire un personnage à une problématique, et c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. On a vu qu'il y a plusieurs problématiques qui sont nées durant le scénar. Je suis d'accord, et c'est pour ça que je te dis peut-être pas pas demander une problématique, mais des thématiques. Moi, je sais que par exemple, j'allais dire dans le val narratif, le fait que les descriptions des fragments ce soit 3 mots, tu vois, mort, volcan, diamant, par exemple. Ça implique tout de suite un ensemble de problématiques. On se demande la richesse, le sacrifice pour aller à la mine, chercher des diamants. Tu vois, il y a besoin de 3 mots. Tu sais ce que ça me rappelle? Alors, je sais bien, je te coupe, excuse-moi, mais je sais plus dans quel playtest on avait vu ça. C'est quand tu réfléchis à un jeu avec un truc de départ qui te botte, et qu'à la fin, c'est le truc de départ en fait qui t'avait motivé le jeu qu'il faut booter hors du jeu, quoi. Entièrement d'accord. Parce qu'en fait, au final, comme c'était le truc qui t'avait motivé, t'as construit tout le jeu autour. Exactement. Et ce truc qui t'a motivé, en fait, n'est plus utile. C'est la béquille du début qu'il faut enlever, quoi. C'est le principe en fait, c'est le principe même du vide fertile de Fabien et de Fred. C'est l'idée que un jeu doit tourner autour de sa problématique sans jamais la dire explicitement. Ça, c'est vraiment un truc, un des principes du vide fertile. Il y en a plein d'autres, sur la dynamique sociale et compagnie, mais ça, voilà. Un des principes, c'est ça aussi. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la fiction. Ensuite, on rentre dans le monde imaginaire, où on fait la connaissance d'abord d'une sorcière. Par une tornade. Voilà, on y rentre par une tornade, c'est assez important. On y combat une sorcière immédiatement. Alors, il faut jouer quand même le passage du monde réel au monde imaginaire, parce que c'est assez surprenant. Et puis on se rencontre, c'est la première fois qu'on se rencontre, dans un monde imaginaire, ça c'est particulier aussi. Donc jouer ça, il faut sans perdre l'esprit, sans avoir de... C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Certes, mais après c'est vrai que c'est partie du contrat, donc on essaye de quand même passer au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour perdre des points de scène, comme ça avait été expliqué avant. Ah, mais on peut s'étonner quand même. Mais oui, bien sûr, on peut s'étonner, on joue l'étonnement, tout ça, et bien sûr, on tâtonne dans la découverte de l'autre. Ça, c'est voilà. Mais après, faut pas oublier le contrat derrière, quoi. Vous n'êtes pas des mirages, quoi. On marche jusqu'à une ville.
Entre-temps, on croise un verger dans lequel il y a des pommiers qui sont attaqués par un oiseau en forme de cage qui mange ses pommes. Et puis on va apprendre dans le village qui vient qu'en fait cet oiseau est recherché par le roi parce qu'il détient une clé qui nous permet d'ouvrir un trésor dans lequel il y a une pierre qui nous permettra absolument, une clé qui ouvre la cage d'un trésor, qui contient une pierre qui nous permet de la mettre sur le portail et d'ouvrir le portail et de rentrer chez nous. C'est un vrai raccourci là, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Hein, c'est vrai. Oui, bien, non, mais c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, en fait, en gros, on a une succession de scènes qui mènent à une clé qui permet d'ouvrir une porte, derrière laquelle il y a une autre clé qui permet d'ouvrir une autre porte. On est bien d'accord. C'est pas du porte-ponce trésor, mais c'est du porte-scène trésor. Je vois que tu as l'habitude de bien résumer les scénars, c'est pour ça. De bien résumer, oui. De bien trancher les scénars. Donc, oui, d'accord, j'ai compris. Donc voilà, en gros, on va partir en quête de clés dans cet univers. Et ça c'est le premier tiers en fait du jeu. Et ça, c'est vraiment cette partie-là, ce contenu-là, j'ai trouvé vraiment long. Personnellement, je trouve ça long quand on m'emmène d'un point A à un point B, qu'au point B, j'apprends qu'il y a un point C, et qu'on m'emmène au point C sans me donner de choix ni de problème à explorer. J'ai trouvé la scène d'exposition aussi, le passage avec la tornade, très très longue. La musique à ce moment-là que tu as mise était très très forte et je l'ai trouvée trop grandiloquente par rapport à la scène que tu décrivais. J'aurais préféré que tu mettes un son de tornade presque ou un truc comme ça plutôt que cette musique qui était un peu triste en fait. Ouais, enfin, c'est Max Richter, c'est quand même un très très bon choix. Ouais. Enfin bon, après, non, en l'occurrence, c'était Michael Nyman. C'était Michael Nyman. Oui, pour le son, mais autrement pour la plupart du temps dans le. Donc voilà, ça c'est mon commentaire moi sur cette première partie, jusqu'au roi et tout ça. Pourquoi ne pas tout simplement nous avoir dit, tu vois, un truc du style une tornade vous emporte dans le monde du rêve, vous êtes à côté d'un portail, vous vous réveillez, des mains vous sautent dessus. Qu'est-ce que vous faites ? Je veux dire, on n'a peut-être pas besoin, tu vois, de passer autant de temps. Là, tu vois, justement, l'écueil que tu signales dans l'introduction de ton jeu, à savoir l'aspect cinématographique du jeu de rôle, tu retombes dedans là. C'est bizarre, mais ouais, mais alors du coup non, je vais contrebalancer, plutôt aller dans le sens inverse parce que moi j'aime bien aussi avoir des couleurs dans un jeu. Je trouve que la description de la tornade est un peu longue. Ok, c'est vrai. Par contre, me décrire la tornade et du coup mettre ça en parallèle avec le chaos dans lequel se trouve mon personnage, je trouve pas ça incohérent. Je trouve que ouais, c'est pas mal de le faire. Plutôt que dire qu'une tornade emporte mon bonhomme et puis mon bonhomme se retrouve à un portail, c'est vraiment décrire aussi, bah ouais, là ton personnage il est perdu, là. Il n'y a plus de boussole, il n'y a plus rien, il est à l'ouest. Et je trouve que la description fait partie du jeu. Je trouve ça vraiment cohérent, quoi. L'avantage par contre de commencer direct par une scène d'attaque, et là où je trouve ça très malin, Flavie, c'est que du coup on est immédiatement en situation de collaboration. Et donc d'équipe en fait. On sait que on va devoir faire équipe, qu'il n'y a pas... Parce qu'à un moment donné, on disait, attends, c'est une télé-réalité, vous vous connaissez, ouais. Je suis le seul qui n'est pas piégé. Tu vois, il y a toute cette espèce de dimension paranoïaque de je me retrouve avec deux inconnus. Si ça se trouve, parmi ces deux inconnus, il y en a un qui m'a enlevé. Il y a même l'un d'entre vous, je ne sais plus qui, c'est toi, Thomas, qui a commencé à dire, en fait, vous les jeunes, là, parce que toi, justement, tu étais assez âgé, vous m'avez capturé, vous m'emmenez quelque part, mais moi, j'ai rien à vendre, je ne veux pas être pris en otage, voilà, je ne sais pas, enfin voilà. Toute cette dimension-là, je la trouve pas intéressante. Et justement, le fait que le combat arrive assez rapidement, ça nous permet de trancher direct. Ça tranche direct, tous dans la même ça fait partie du propos du jeu, et c'est cohérent, et ça roule, quoi. Voilà, donc pareil, le fait que le renard pop à plusieurs reprises, alors je comprends qu'en tant que MJ ça te fasse triper parce que du coup tu peux intervenir à plusieurs moments, etc. Ah non, le renard il est là pour amener, enfin j'en parlerai après. C'est un guide. Le renard en fait c'est un PNJ guide, c'est-à-dire c'est quelqu'un un PNJ qui va t'aider quand tu sais pas trop quoi faire et te dit je pense que tu dois aller là et pas ailleurs. Ok, très bien. Donc voilà. Et puis vient le deuxième tiers du jeu où cette fois-ci en fait la quête nous est donnée, c'est bon, on s'est familiarisé avec l'univers, on a marché en ligne droite, etc. Et là enfin, on a le monde en fait devant nous, on a la carte du monde qui se débloque, on peut aller presque où on veut parce qu'on peut faire le scénar ou ne pas le faire. Évidemment, on a tout intérêt à aller chercher cette clé, mais les manières d'y arriver,
sont laissés à notre disposition. Mais alors voilà, par contre, c'est pas, comment dire, on n'est pas dans un open world, à mon sens. Non. On est vraiment, si tu veux rester cohérent et avec le jeu et avec ton personnage, bien sûr, tu vas chercher la clé. Bien sûr, tu Évidemment. as une route qui est tracée. Oui, mais les moyens d'arriver à la Alors, clé sont très variés. Le principe, c'est que oui, tu dois aller chercher la clé pour être cohérent avec ton perso. Évidemment. Il y a même des choses que tu dois remplir qui disent je veux retourner dans mon monde car. Donc, tu as envie d'y retourner, donc il faut que tu ailles chercher la clé. Mais pour le reste, en fait, mon scénar, c'est pas un scénar, hein, c'est un canevas. Il ne s'est rien passé du tout du peu que je pouvais avoir prévu au cas où, parce que je donne quand même des trucs au cas où il y a des gens qui n'ont pas d'idée si vous suivez totalement le truc, mais vous avez résolu tout ce que vous avez eu envie de résoudre, et vous avez même posé des problèmes supplémentaires et des choses supplémentaires. Enfin, c'est total. De ce côté-là, c'est libre. Vous devez aller chercher la clé et pour essayer de sortir de là, quoi. Mais tu vois, la liberté des joueurs commence lorsqu'il y a un problème à résoudre. Oui, mais c'est pour ça, quand tu disais tu connais le problème, oui, je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai noté l'heure que ça avait passé, j'ai noté les trucs au fur et à mesure. Le voyage ne présente pas un problème suffisant pour intéresser les joueurs. Sauf s'il y a des mécaniques d'attrition pour le voyage et compagnie, ce qui existe dans des jeux de rôle divers et variés, comme Milvaux par exemple, où tu as des problématiques pour le voyage, pour avancer, tu as besoin de chasser, de cueillir, etc. Et en plus, tu vas t'empoisonner avec ce que tu cueilles et ce que tu chasses, évidemment. Enfin bref, tu as toute une espèce de voyage menaçant. Ce qui résiste, c'est le voyage. S'il n'y a rien qui doit résister sur le sentier doré, ça ne sert à rien qu'on perde du temps sur le sentier doré. Et d'ailleurs, après, ce qui est rigolo, c'est qu'après, dans le deuxième tiers du jeu, tu l'as fait immédiatement. Tu as dit, bon, ouais, je vous épargne la marche sur le sentier, le voyage s'est bien passé, vous arrivez à la ville, il y a des bâtiments blancs, des bâtiments noirs, voilà ce qui se passe, etc. Et là, du coup, tu nous poses une situation problème. Donc c'était du coup là pour le coup on a vraiment je trouve commencé à jouer. Et cette situation problème, c'est le peintre finalement qui arrive assez rapidement, qui nous propose, qui me dit voilà, vous savez pas où aller, vous êtes un peu perdu. Moi je vous propose des indices. Donc un autre personnage guide, hein, du coup. Du coup, un autre personnage guide. Sous un principe de corruption. Il y a le guide bienveillant et le guide corrupteur. Et il y a le guide corrupteur. Voilà. Sachant qu'à ce moment-là, on ne Sachant que sait le pas guide bienfaiteur qui est le gars ne donne pas vraiment d'indices, ne donne que des choses un peu. Des bribes, mais quand même, il nous dit de suivre la lumière, ce genre de choses. Enfin, voilà. Mais à ce moment-là, on ne sait pas qui est le guide bienveillant, qui est le guide corrupteur. Hein, je tiens à le dire. Toi, tu savais pas que le peintre c'était le guide corrupteur? C'est non, parce rencontré. Que j'imaginais pas. Bon, alors après, ça fait partie de l'un des contrats. C'est voilà, c'est manichéen, donc voilà. Et j'envisageais pas forcément dans le peintre comme un corrupteur, quoi. Et d'ailleurs, techniquement, voilà, vu ce qui s'est passé dans le scénar, c'est pas non plus un gros corrupteur des familles. Hein, Ben si, quand même. Ben si, justement, si, c'est un gros corrupteur. C'est un mascar au sens de Agone, ce type. Sauf que lui, il peut revenir du masque. Voilà, sauf que en fait, c'est ça, il peut revenir du masque. Oui, le principe, c'est que faut que j'arrête de dire le mot principe. Tous les PNJ dits malveillants du jeu ont une histoire et peuvent revenir du bon côté. Alors là, après, s'il est revenu du bon côté, c'est... si c'est dû à son histoire, mais c'est une manipulation éhontée de Rome aussi. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Ouais. Mais parce que dans les règles pour le passeur, il est dit que si les arpenteurs ont une bonne idée et que c'est mieux que ce que tu avais prévu toi, mais c'est génial. Dans ces cas-là, il faut suivre ce qu'ils font, quoi. C'est beaucoup mieux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous deux, vous choisissez la corruption, c'est-à-dire vous choisissez de prendre l'indice en échange d'un service avec ce peintre. Ce qui n'apparaît pas à ce stade comme de la corruption, pour mon personnage. Bah ouais, mais moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai trouvé que ça se sentait trop, Flavie. Moi, je pense qu'il y a un autre problème aussi qui est lié, mais qui est lié à toi, du fait que... moi, c'est un problème que j'ai relevé. Est-ce que tu étais la bonne personne pour playtester ici, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses que tu as relevées, que tu as comprises direct, parce que en fait tu as déjà compris le jeu, parce que tu y as déjà joué sous des formes antérieures,
Et très clairement, il y a des mécanismes. C'est très vrai. J'ai regardé, j'ai fait, dis donc mon coco, si t'avais pas joué avant, t'aurais jamais réagi comme ça. Et ça, je me suis dit, Ça, c'est vrai. d'une, Ça, c'est vrai. face au peintre, quand tu l'as contraint de cette façon-là, t'aurais pu faire ça dans un autre scénar, mais bon, là, tu y allais avec force conviction dès le départ. Et il y avait une autre scène qui m'avait J'ai vraiment retourné marqué. le stratagème du MJ contre lui. Ouais. Mais c'est normal. Et très clairement, sans cette connaissance-là, Alors je suis pas sûr. non, ça c'était pas issu d'une connaissance. Ce qui était issu d'une connaissance, c'est que je savais qu'en refusant l'indice de ce peintre, je savais que j'obtiendrais un bienfait. Et Alors, que vous ça, alliez oui. être corrompu. Mais ce que j'ai Ça, c'était trouvé, sûr. alors, c'est dit dans les intentions Mais on va y de départ. revenir. J'ai plein d'idées pour toi, Fly. Moi, il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est le moment où tu as trouvé, on va dire, la solution pour le peintre, comment le retourner, en lui disant, ben voilà, t'es déjà génial, tout ça. Ah oui, mais ça, comment dire, je vais pas dire que tu as saisi le propos du jeu, comment dire, ex nihilo. C'est quelque chose en fait que tu avais déjà saisi antérieurement, qui a déjà été répété dans le playtest d'avant, et dans le podcast, enfin pas dans vrai. le C'est début pas du vrai. podcast. C'est pas vrai parce que c'était pas le même scénar. Alors pas le même Non. scénar, non, le principe. Attends, juste un point. C'est Flavie elle-même qui l'a dit à un moment donné. Oui, mais Quand elle a décrit le peintre, elle a dit il y a quelqu'un qui vous a dit, vous avez demandé au renard, c'est qui ce peintre? Et le renard vous a dit, ce peintre, c'est quelqu'un qui est fou parce qu'il pense ne pas posséder la dernière couleur alors qu'en fait il l'a déjà. Donc c'est pas moi qui ai apporté la réponse. Oui, mais l'un C'est des propos Flavie. du jeu qui a été développé dans le début du podcast, c'était bien en fait de révéler aux persos qu'ils sont, comment dire, qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose pour être génial. En fait, ils sont géniaux sans le savoir. Oui, mais c'est Ça, c'est Flavie. l'intention. Oui, Oui, mais mais Flavie me l'a dit avant. Oui. Elle l'avait dit avant. oui, mais c'est vrai. Mais le fait que tu aies l'expérience du jeu, plus l'intention de départ révélée dans le podcast, plus l'information, je trouve que ça fait beaucoup. T'oublies un dernier point. Oui. J'ai aussi lu et pas appris par cœur, mais je connais très très bien le Magicien d'Oz. Et il se trouve que ce scénario avait pour base de son canevas C'est vrai. l'histoire du Magicien d'Oz. C'est vrai. l'histoire C'est-à-dire du que là, Magicien je suis d'Oz, vraiment complètement. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que je suis le joueur qui a joué déjà, maîtrise le système, connaît les intentions de sa femme, évidemment, puisque c'est sa femme, et qu'on en parle tous les deux. Flavie, c'est clair, il a raison, Cédric, et en plus connaît très bien le conte. Alors, Donc, tu te le rends compte compte, les dernières fois où j'ai playtesté, j'avais pris des comptes qui étaient pas si connus que ça. Et ça marche pas. Donc là, j'ai mélangé des comptes moins connus avec des trucs hyper connus et puis ça, voilà, j'ai parce vu, que ouais. parce que du coup, ça permettait de faire un truc qui m'avait manqué, qui est une des intentions du jeu, c'est-à-dire de déclencher des discussions sur les contes et la littérature pendant le scénar. Et Il y du en a coup, eu, il y en a plusieurs. ouais, il y en a eu Ouais, pas mal. là, il y en a plusieurs, et ça a marché. Et en fait, ça n'est possible que s'il y a au moins un des contes qui est genre un énorme poncif. Donc je me disais, avec le Magicien d'Oz, dans l'univers rôliste, ça peut le faire direct. Oui, il y a même des jeux de rôle du Magicien d'Oz. On en a testé un là. Exactement. Et du coup, c'est la raison pour De laquelle Nico. il y a le Magicien d'Oz. Et du coup, ce qui s'est passé, et Il moi, est je trouve- mélangé avec moi, je trouve- l'oiseau d'or. Et moi, je trouve que c'était une très bonne idée de mélanger les comptes, tout ça, et ça fait très bonne chose. Mais du coup, c'est ce qui explique, en fait, si tu veux, la ficelle était tellement grosse pour Rome que du coup, il pouvait, Mais est-ce que c'est il vraiment pouvait un... se permettre de contraindre le Est-ce peintre. que parce c'est qu'il avait la vraiment un solution. problème qu'il ait contraint le peintre? En vrai, c'était une très bonne idée. Non, mais du coup. Non, mais l'horrible pouce-pion ludiste aurait voulu trouver la solution par lui-même. Alors, c'est pas le côté ludiste, c'est le côté, comment dire, j'aurais aimé que ce soit plus épineux et que l'un des personnages, n'est pas la solution directe. J'aurais voulu, oui, être titillé, que mon personnage en fait soit titillé, pas le côté ludiste, peut-être le côté narrativiste. J'aurais aimé aller chercher. T'aurais voulu avoir l'idée à la place de Romaric. J'aurais aimé aller chercher, mais Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, Il dit je en sais gros, bien. il s'est un peu ennuyé parce que j'ai tout résolu tout seul Toi, et tu que l'as lui. tout résolu. J'aurais aimé aller chercher l'idée en fait, et du coup l'idée Ouais. on n'a pas eu à aller la chercher parce qu'il l'avait quoi. Ouais, mais c'est grâce Et, à vous. et ça a débloqué un gros pan du jeu quand même. C'est grâce à vous que je l'ai eu. C'est grâce à ta Sinon, discussion on aurait avec eu le 1 à 2 renard. heures de jeu de plus. Hein. C'est grâce à ta discussion avec le renard. Très bien, mais jouons 8 heures. Allons-y. Encore une fois, c'est grâce à vous. C'est grâce à la discussion qui a eu lieu avec le renard. C'est grâce aux 2 épreuves que Thomas et toi vous avez fait dans les tableaux que j'ai compris en fait le personnage du peintre et que du coup j'ai pu aussi. Ouais, en Non. gros, t'as pas voulu te salir les mains, t'as laissé les copains se corrompre et puis comme ça t'as trouvé la réponse quoi. Ouais, merci, bravo. Non, parce que je pensais pas que ce serait le peintre qui viendrait vous corrompre.
Je pensais que ce personnage était un petit peu, m'était plus destiné à moi parce qu'il correspondait plus à ma problématique. J'attendais en fait que les corrupteurs. Il te l'a dit quand même. Il t'a dit qu'il irait voir. J'attendais, et ça, Flavie, je t'invite à réfléchir à ça, que les corrupteurs soient différents pour chaque personnage à corrompre. Parce que le peintre, ça me convenait parfaitement. Cette espèce de personnage classicien et compagnie, je suis pas sûr que ce soit le meilleur personnage pour Cédric, pour développer les problématiques de Cédric. Ou par exemple pour Thomas, un guérisseur. Ouais, j'y ai pensé. Pour Cédric, pendant le j'aurais vu un chevalier noir. Un chevalier noir, Ah, un ouais, truc. complètement. Et par exemple, et pour Thomas, pourquoi pas un healer qui lui propose de le soigner et de curer sa maladie. Et en réalité, c'est un corrupteur. Il faut que le mal, la tentation ne soit pas ou un chevalier tout court pour moi, pas forcément un chevalier noir, il n'est pas obligé d'arriver avec des gros sabots noirs. Hein. Ouais. Enfin, non, mais ce que je veux dire, il va y avoir un problème autour de la corruption. Il va y avoir un problème parce que si tu fais en sorte que ce soit trop visible que c'est un corrupteur, les joueurs vont jouer ludistes. Ils vont dire, du coup, je me fais pas corrompre, comme ça j'aurai le bienfait et je résoudrai le scénario autrement. Et du coup, ce sera trop facile d'avoir les bienfaits. Ou alors, tu caches le fait que ce soit des corrompus, mais du coup, il y a des joueurs qui se trouveront injustes, parce qu'il y a des joueurs qui feront une action en pensant qu'elle est bonne, et à un moment donné, tu leur annonceras, en fait, tu t'es corrompu. Ils diront, quoi ? C'est se corrompre que de sacrifier une vie pour en sauver 100 autres ? Et ils comprendront pas. Et du coup, c'est tes jugements de valeur à toi, MJ, qui feront la pluie et le beau temps, le bien et le mal, et donc tu vas avoir un problème. J'ai pensé à une solution pour ça, j'ai anticipé le problème. Je pense qu'il faut que les bienfaits ne servent à rien. C'est une bonne idée. Et que les transformations... Tu sais ce que j'ai marqué dans les notes, j'avais marqué supprimer les bienfaits. Je pense que les bienfaits doivent être moins puissants que les transformations. Ouais. C'est pour ça que je t'ai proposé, à un moment donné dans le combat, je t'ai dit, et si les bras de pierre, parce qu'il faut expliquer les transformations qu'on a eues. Thomas a eu des veines noires sur ton corps. Oui, des veines noires partout sur le corps. Ouais. Cédric a eu... Donc des bras qui étaient noircis et qui étaient durs comme de la pierre. En pierre. À tel point que je pouvais péter une table avec mes bras. Et moi, j'ai obtenu un bienfait qui me permet d'ouvrir la main et de montrer un objet, une partie, d'avoir un œil qui se projette un peu partout, quoi. Et donc j'ai usé et abusé. Ça t'a apporté pas mal de solutions. Putain, non, mais c'est n'importe quoi. C'est trop puissant. Et parfois même, je me suis dit, je l'utilise pas parce que là, c'est pété. J'ai eu plein d'autres idées. Hein. Il y avait plein d'autres idées pour finir presque le scénario d'un coup. Après, voilà, c'est pas un jeu qui est réservé aux ludistes purs, attention, c'est ne pas utiliser trop son pouvoir comme ça et servir de son cerveau et de son personnage. Tout à fait. Ça fait partie aussi du contrat. Donc, mais je suis d'accord avec toi, le bienfait est trop puissant et justement, moi je trouve que justement l'analogie que tu as fait avec les peines de perfidie d'Agone, justement, je trouve qu'on devrait les retrouver plus là. Exactement. Et qu'est-ce qu'elles te permettent, les perfidies d'Agone ? Elles t'offrent un pouvoir extraordinaire, mais au prix d'être encore plus perfide. Et donc d'en obtenir davantage. Les bras de pierre de Cédric. Mais tout ça me fait aussi penser à Clone Wars, tu sais, ce dessin animé de Star Wars qui est situé, où on voit en fait une espèce de caverne dans laquelle il y a un dessin rupestre, et on voit Dark Vador qui obtient une main en fer, une main noire, qui s'en sert de plus en plus et qui se retrouve en fait à se faire corrompre. C'est ça, la corruption. La corruption, c'est quelque chose qui t'apporte énormément de pouvoir, mais plus tu l'utilises, plus tu te corromps, et plus tu obtiens du pouvoir, et plus tu es puissant, mais plus tu es corrompu. Il faut vraiment qu'on retrouve cette dynamique, cette espèce de cercle vicieux de la corruption. Le cercle vertueux du bienfait, on n'en a pas besoin. Il doit être presque nul, genre ta main brille un peu. Voilà, un truc... Mais un truc qui, quand même, plus... pourrait apporter quelque chose. Mais pas un couteau suisse comme tu m'as filé. Enfin, là, dans la main, j'avais toutes les solutions du scénar. C'était trop bourrin. Donc, il fallait juste... Par exemple, tu aurais pu me le demander, par exemple, me limiter. Dire une fois par partie. Tu peux voir dans ta main, tu vois, un truc un peu moins fort. Même si c'est très fort, mais éphémère. Par exemple, le bienfait pourrait être éphémère. Là où les corruptions resteraient... Enfin, en tout cas, il y a ça à travailler, tu vois, pour faire en sorte de... De toute façon, ça fait partie de l'équilibrage dont j'avais parlé. Tout à fait. Ouais, c'était ce que tu voulais travailler. Donc. Après, les bienfaits éphémères, moi, je serais pour comme la corruption, qu'elle soit toujours présente. Parce qu'il faut quand même dire que c'est un signe, ça fait partie du personnage. Donc, s'il est éphémère, si ça se barre, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un bienfait. En fait, il faut que ce soit une marque aussi de ton personnage. Il faut aussi que tu traînes ce bienfait. Oui, mais ça peut être un bienfait. Ce que je veux dire quand je dis éphémère, c'est un truc qui se dépense. Un truc qui se dépense, mais que tu peux retrouver au prochain scénar. Voilà. Comme tu disais, moi, j'aurais plus vu comme ça. Le bienfait est une ressource qui se dépense par partie. La corruption est une propriété qui reste.
Parce que la corruption, par essence, elle dans- reste. Dans ce sens-là, après, voir Alors, Flash, que dans, t'en penses. dans ce qui va jarter tous les jetons. Alors, on va. Enfin, moi, j'ai pas trouvé les que... jetons, on va en Thomas parler d'abord après. sur la corruption. Juste, j'ai pas trouvé que les transformations, posaient problème. Non, mais réellement, nous... Ah bah pour l'instant. Parce que pour elle l'instant- vous a ah oui, fait c'est des petits parce trucs. que c'est lié à une... Eh, pour une Ça fait campagne. partie des trucs où j'ai dit que j'étais encore trop Moi, gentil. j'aurais voulu que les Que ça nous a Vénois... pas Ouais. handicapé, ça nous... Et en plus, aucunement. c'est one shot. Ouais. Aussi voir ça comme ça. Oui, voilà, c'est un one-shot. Moi, j'aurais d'accord, voulu, ouais. par exemple, que le sang Attention, noir on a de la chance Thomas... d'avoir- Voilà, Ouais, ça m'handicape un peu, ou là où développer... voilà. Non, pas un t'handicaper, pouvoir. justement. T'apportes du pouvoir, mais quand tu l'utilises, bah, tu prends un malfait en plus. Exemple typique, je sais pas, tu t'injectes une seringue dans tes veines noires et ça va mieux, quoi. Ou tu tires un produit dans tes Ouais. veines noires et puis tu te sens mieux, quoi. Ou alors, Comme, ce qui coule dans tes veines, c'est du poison. Juste ça. Ce qui coule dans tes veines, c'est du poison. Bah, à un moment donné, me dis pas que tu seras pas tenté d'empoisonner quelqu'un. Si t'as du poison dans les veines. Alors, C'est comme- non, mais à quoi servent donc les transformations et les bienfaits véritablement dans le jeu? Est-ce que c'est pour... Ils t'apportent des faits. Et donc des bonus. Ah oui. D'accord, non, mais c'est Enfin, quoi? pour C'est moi, pour, c'est c'est ça. pour aider à résoudre des affaires? C'est pourquoi? C'était pour C'est, aider, mais en fait, après, toi, c'était censé faire peur à des gens. Le fait d'avoir les D'accord. veines noires et tout, mais ça n'a pas pu être joué parce qu'on n'est pas Parce que- retourné au village ni rien. Ils apportent deux éléments, les bienfaits et les corruptions. Comment tu les appelles? C'est pas les corruptions. Les transformations et les Transformation, bienfaits. ouais. Ils apportent deux choses. Le premier qu'on oublie tout le temps, c'est la putain de couleur. Le fait qu'un personnage, la couleur, c'est quoi? C'est un élément sur lequel tu peux créer pour augmenter ton perso, pour imaginer des choses. Le fait que ton personnage il soit d'un coup capable de faire apparaître des choses dans ses mains ou qu'il ait des ailes, ça change tout sur tes possibilités, sur ton positionnement et sur tes possibilités créatives dans une partie de jeu de rôle. Thomas. D'accord, oui. Le fait d'avoir des bras de pierre, ça Non, mais change tout. son truc, il était nul. Hein. Je comprends que ça l'a pas Les amené à veines faire noires, ça, grand-chose. change. Ah, Mais ouais. si tu lui avais dit tes veines, tes veines maintenant c'est du poison que tu peux utiliser, ça aurait tout changé dans son esprit, dans sa psychologie et dans la manière d'aborder les problèmes. Par exemple, quand tu parlais de l'ogre qui mangeait un repas, du coup immédiatement le joueur Thomas se serait dit tiens, et si j'utilisais mon poison sur le repas de l'ogre? Tu vois, c'est tout con, mais ça te fait une possibilité de plus. Tu vois, c'est ça que ça apporte, les transformations. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça peut apporter des bonus sur tes jets de dés, par exemple. D'accord. Ça, c'est une suggestion, Flavie. Hein. C'est pas Mais c'était nécessaire. pas suffisamment clair. Non, mais Flavie ne l'avait pas dit. C'est une suggestion. Ah, Thomas. j'avais pas dit du tout. Je voulais parler de plein de trucs. Est-ce que vous avez d'autres trucs? Parce que je parle tout seul, là, mais... Moi, j'ai plein de trucs. Les jetons, tu disais, Flavie, les jetons n'ont servi à rien. Alors Ça, moi, je- les parler des jetons qui étaient censés apporter des choses possibles en plus n'ont pas servi du tout. En fait, ils sont inutiles. Par contre, ils montrent l'approbation du MJ à ce truc-là. Alors ça, du coup, Ils encouragent les joueurs à travailler leurs problématiques. Ou alors, aller dans le bon sens. C'est-à-dire, voilà, je suis content, vous allez dans le bon sens. et puis ça permet aussi. C'est Donc pas moi, ça problématique, a montré l'approbation visible. Ça, pour le reste, en fait, je pense tout ce qui va autour des jetons, de faire des plus sains et tout, n'a jamais été utilisé. Aussi parce qu'il y avait un problème d'équilibrage, on l'a dit pendant le jeu, mais Némésis sont pas assez forts. Du coup, Ouais, t'as et pas le- besoin de faire des plus sains. Et c'est vrai que du coup, en plus, le système de combat nous permet. Enfin, nous, on était forts du coup. Ouais, Trois, mais on était comme forts. l'a dit Rome, faut supprimer le fait que quand vous étiez à plusieurs, on rajoutait le nombre de joueurs au. Et d'un autre au côté, résultat final, c'est trop augmenter fort. les Némésis, quoi. Alors moi, je te donne une petite suggestion de règle, encore une fois. Il y a 3 joueurs qui participent. C'est le maximum qu'on peut jouer au passage, d'accord? Il y a un MJ et 3 joueurs. 3 joueurs, ça veut dire 3 D6. S'il y a 3 joueurs impliqués dans l'action, tu lances un D20, par exemple. Un Parce D20, que 6 parce plus qu'avec 6 les plus 6 faits- égale 18, tu vois. Puis avec les fesses, Si on tu arrive lances à 2 20. D6, ça fait 12. Si tu lances un D6, c'est contre D6. Ton adversité, en fait, elle est toujours évolutive, en fait. Par exemple, c'est une idée. Du coup, alors pourquoi c'est quand même intéressant de se mettre ensemble? Parce que là, vous allez me dire, bah oui, mais alors, statistiquement, mais parce que la cloche statistique de 3D6 est plus égalitaire, elle est mieux répartie, c'est-à-dire qu'elle fait un score moyen toujours égal à 9 en moyenne, autour de 9, alors qu'un D20, lui, il va ses jets, c'est de 1 à 20. Donc c'est pas les mêmes courbes statistiques. C'est 2 courbes statistiques. Les joueurs qui lancent 3D6 contre un D20 ont plus de chances de réussir l'action que le méchant dans cette situation.
C'est quand on étudie les statistiques. Enfin, on me corrigera dans les Non, mais commentaires si j'ai un problème. c'est cool parce que moi, ça répond ça répond aux questions que j'avais sur l'équilibrage du jeu. Et je pense que du coup, ça. Il y a un dernier point, vous allez me dire, bah oui, mais les joueurs, ils atteignent un 18 max et lui, il peut aller jusqu'à 20. Oui, mais non, parce qu'en fait, on va pouvoir faire jouer, chaque joueur peut faire jouer un de ses traits. Voilà, d'une, la courbe est différente, de deux, il y a l'effet. Ouais, c'est ça. Et voilà, par exemple, je vous donne un exemple statistique, c'est que les joueurs qui lancent 3d6, ils peuvent jamais faire en dessous de 3. Oui, non, alors que le mec qui lance son D20, il a toujours une chance de rater. La courbe est complètement différente. Okay, hein. voilà. Ah, mais ça résout l'un des problèmes que j'avais pour le jeu, donc c'est parfait. Et moi, ce que je te conseille, Fly, c'est de créer un système létal où tout le monde se blesse. C'est toujours ce qui est le plus intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un combat, tout le monde sera blessé. Alors, on va attaquer l'ogre, on va s'en prendre dans la gueule, parce que c'est toujours intéressant de s'en prendre dans la gueule, parce que quand on a des blessures, il faut les soigner, et quand il faut les soigner, on peut être corrompu. Attention, il faut voir aussi si ça fait partie du propos du jeu. Enfin, ce sera Fly de ça dépend de quelle blessure on parle. Oui. Voilà, si je vous rajoute un fait qu'il faut enlever. Voilà, un truc. Tiens, il y a une partie de tes souvenirs qui a jailli. Ouais. Toi, le mec, il a une pierre qui enferme des souvenirs. Là, on retrouve tu peux puiser. Ou alors, ta bienveillance qui s'en va parce que t'as été frappé, donc du coup, t'as un petit peu de haine quand même. Ou alors, juste, t'as été tapé, et du coup, t'as une malédiction qui fait que, par exemple, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu peux pas être poli, quoi. Tu vois, ou des petits trucs, des trucs de contes. Tu sais, dans les contes, souvent, les malédictions, c'est ça, quoi. Le type, il a des oreilles pointues, quoi. Et merde, quoi, il a des oreilles pointues, ça fait chier. Ou alors, quand il ment, son nez s'allonge. Tu vois, des petits trucs à la con comme ça, mais ça fait chier, quoi. Voilà, donc... ça résout aussi un autre souci, donc c'est parfait. C'est parfait, continuez. Moi, je note. Les jetons, moi, je me méfierais quand même. Thomas avait l'air de dire, ouais, c'est problématique que ça... quand le MJ en donne... il nous oriente. Qu'est-ce que tu disais, Thomas ? C'est une approbation du MJ. Vous avez bien, c'est un petit sucre qu'on donne. Vous avez fait le bon mouvement. T'as joué à Sens pendant des années, ça te pose problème. Ouais, vous avez fait le bon mouvement. Non, mais là, c'est assez gros, quoi. C'est-à-dire que on te donne directement D'après ce que j'ai compris, le passeur ne récompense pas uniquement le fait qu'on ait trouvé la bonne solution. Non, j'irais la quasi totale. À part le premier, c'était après l'intro. Les deuxièmes, ceux que je vous ai donné la majorité du temps, c'est parce que vous me faisiez du roleplay de folie et que juste j'ai fait ce que j'aimais bien, j'ai posé mon truc et je vous ai observé parler, c'était trop cool. En fait, le passeur récompense ce qu'il aime, quoi. Donc moi, j'ai vécu ça plutôt comme une approbation. Bah ouais, mais c'est chouette. Enfin, une approbation, oui et non, parce que c'est toi-même qui l'as suscité en travaillant ta problématique. Non, mais c'est parce que tu es un immonde pousse-pion ludiste. Non, c'est pas ça. C'est que comme tu disais au départ, on savait en fait presque ce qu'il fallait dire, quoi, et comment le dire. Grâce au contrat social. Grâce au contrat. Bah, c'est normal que quelqu'un qui respecte le contrat se retrouve récompensé, je trouve. Alors, une solution pour éviter ce type de problème, Thomas, que je propose à Flavie. Moi, j'aime bien les pions. J'aime bien les jetons parce que, tout simplement, moi, pendant toute la partie, j'en avais qu'un seul. Pendant une grande partie de la partie, j'en avais qu'un seul. Et je me suis posé la question, putain, mais comment faire jouer ma problématique ? Et je cherchais, je me posais des tas de questions, Maelstrom. Je me posais des tas de questions pour essayer de trouver un moyen de la faire jouer, cette putain de problématique. Et du coup, je m'ennuie moins parce que je réfléchis plus. Et en plus, comme ça, la problématique occupe vraiment mon esprit. Tu vois, tu m'obliges à chercher le sucre, justement. Maelstrom. Mais, déjà faite, désolé. Mais, Merde. Là où je suis d'accord avec Tom, c'est que si tu le donnes à un joueur en particulier, tu as l'air de récompenser une personne contre la table. Ça, c'est toujours le problème. Donc, l'astuce, c'est de mettre un bol au milieu de la table ou un récipient, et quand quelqu'un fait un bon truc, de mettre le pion au milieu. Et ensuite de faire en sorte que ce pion qui est au milieu, toute la table puisse s'utiliser comme une ressource X ou Y. Ça y est, ça résout tout, c'est parfait. Parce que comme ça, en plus, tu évites le côté « Ah ben lui, il a eu son sucre et pas moi. Ah ben moi, j'ai dit un truc bien pourtant, pourquoi j'ai pas eu le droit à mon sucre ?» pour avoir la... Toi, tu vois, c'est ça. Pour avoir le jeton, il faut vraiment réfléchir sur sa problématique, essayer d'apporter des solutions et ça incite justement au roleplay. Ça, c'est pas mal. C'est quelque chose qui est très très bon. Mais tu vois, quand le jeton il tombe dans le bol commun, je trouve qu'on est d'autant plus enclin à aimer le joueur qui a fait la problématique, tu vois, qui a joué sa problématique et qui a joué tout ça, qu'il aide tout le monde, pas uniquement lui-même. Alors, sauf si tu veux... Surtout qu'on est dans un climat de coopération totale. Quoi. Exactement. Après, tu pourras toujours créer un petit pouvoir de corruption qui fait que
le type qui fait ça, il récupère le dé pour lui. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, alors ça, c'est le côté individualiste de Rome qui revient. Maintenant, Là. j'avoue que là, c'est très bien parce que tu as prévu plein de choses qui résolvent les soucis. Alors, il y avait un autre truc que, du coup, moi, j'ai mis en place qui avait deux raisons d'être, mais la deuxième raison d'être, j'ai pas eu besoin de l'utiliser avec vous. Qui était le principe du questionnement. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui commence à se poser des questions, plutôt qu'il s'arrête ou je lui pose une question sur ce qu'il a l'air de vouloir penser. Et ça a vachement bien marché. Ça amène en plus, le joueur commence à parler de plus en plus et du coup, ça amène des discussions avec les joueurs. Et ça amène aussi autre chose d'un point de vue de MJ. C'est que moi, ça me permet de toujours savoir exactement où en sont les joueurs autour de la table. C'est-à-dire que s'il y en a un qui commence à pas se sentir bien, s'il y en a un qui commence à se sentir un peu mal à l'aise sur des trucs, avec le système de questionnement, je le saurai. Non, mais je vais te dire un truc de fou, Fly. On a toujours joué comme ça. Je sais. C'est en fait, moi, j'ai réalisé au moment où tu l'as fait, j'ai fait putain, mais en fait, dans ce sens, si vous vous souvenez bien, j'arrêtais pas de faire ça tout le temps, quoi. Et aujourd'hui encore, je me vois avec la table d'Audrey, de Julien, d'Amir et d'Antoine, que je fais ça tout le temps aussi. Je leur pose en permanence quand ils font une action, un truc, je dis avec quelle intention tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Là, pour le coup, le passeur, tu vois, il est pas tentateur, mais il est moteur. Puis t'aiguilles. Enfin, ça permet vraiment. Aiguille, oui. Ça permet vraiment. Je vois ça pendant des années, mais ça permet aussi vraiment de savoir. Où en sont les joueurs s'ils se sentent pas bien dans leur basket, s'il y a quelque chose qui les gêne, ah bah là je sais pas, je me sens pas bien. Et ça permet du coup de pouvoir toujours moduler ce qui va se passer après pour que la personne se sente à peu près bien. Mais pourquoi les joueurs se sentiraient mal dans leur basket ? C'est quoi le... Parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et en fait, le fait d'explorer des questions comme ça peut pour certaines personnes, se mettre mal. Conseille que ce soit des questions qui nous animent personnellement. Et il peut y avoir des joueurs qui sont ça. C'est-à-dire que le jeu devienne alors une thérapie réelle, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, quand on fait du nudisme, la règle, c'est qu'on soit tous à poil, ou que personne ne soit. Mais mettre quelqu'un tout nu alors que tout le monde est habillé, c'est plus du nudisme. Tu vois, c'est plus du nudisme, pardon, c'est du ludisme. C'est plus du nudisme, c'est du voyeurisme, c'est malsain. Donc en fait, il faut que tout le monde soit au même, tu vois, pour que tout le monde se sente en sécurité, il faut que tout le monde soit au même niveau de striptease, si j'ose dire. C'est une blague, je précise. Qu'on se mette tous à nu de la même manière. Parce que du coup, si l'un des joueurs s'était senti mal, après, ce qu'il faut, c'est que moi, en tant que passeur, je fasse une scène plus légère, que j'amène à changer un petit peu les choses pour que la personne se sente mieux. Enfin, ça permet toujours de savoir du coup où en sont les joueurs. Alors vous, je vous connais extrêmement bien. Je savais que c'était un truc que j'aurais moins à gérer durant cette partie. Du coup, je pourrais me concentrer sur le reste. On plonge les deux pieds dedans. Donc, voilà. Mais c'est quand même un truc que je trouve assez intéressant. Mais donc, tu veux pas interdire les projections personnelles dans la création des personnages ? Non. Interdire les projections. Mais pourquoi strictement personnel, c'est-à-dire pour éviter ces implications. Bah non, au contraire, je veux ça. Il y a un choix au départ. C'est une question que je pose. C'est ce que je veux, mais je veux pouvoir empêcher une personne à un moment de perdre pied. Ouais. Justement, elle veut pas ça. Ah ouais, non. Elle veut qu'on explore, mais pas non plus qu'on se mette en danger. Moi, je trouverais, encore une fois, voilà, c'est un parti pris, mais si on ne met pas des problématiques qui sont d'ordre personnel, je trouve qu'on perd un gros intérêt du jeu. Ah ouais, moi aussi. Complètement d'accord avec Cédric. Juste pour revenir sur ce truc du questionnement, tu vois, ça me permet juste de dire un petit point de game design. C'est que ce qui est génial, c'est pas de le faire, c'est de l'écrire dans ta base. C'est déjà fait. Ah oui, je sais bien. Mais c'est ça qui est génial. C'est en fait, je dis pas, ouais, on le fait depuis toujours, donc t'as rien inventé, Flavie. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est, on le fait depuis toujours et tu l'as relevé enfin. C'est-à-dire, en fait, moi, ça a été une révélation, ce truc. Je me suis dit, mais putain, en fait, dans Sens, c'est toujours le cas et ça n'a jamais figuré dans une seule base de Sens. Moi, en tant que MJ, il y a une technique de MJ que j'ai oublié de faire figurer dans mon jeu. C'est une vraie faute. Et en fait, voilà, donc c'est bien sûr, je veux dire, ça c'est important parce qu'il y a souvent des gens qui critiquent des articles en disant mais oui, mais c'est évident ce que tu dis. Bah oui, bah justement, si un mec il a réussi à mettre l'évidence sur le papier, ben c'est que c'est un vrai génie, quoi. C'est le poncif et le génie. Je sais plus si c'est pas Baudelaire ou quelqu'un comme ça qui disait ça. C'est voilà, c'est ça, être génial, c'est réussir à capter des choses qui sont dans l'air et à réussir enfin
à les mettre dans une thèse, dans un livre, dans une fiction, etc., etc. Donc là, franchement, bravo Fly, c'est un Donc dans ce cas-là, joli on coup de filet. pourra mettre facilement dans le livre que le processus créatif implique nécessairement la réalité, et donc que JDR fait nécessairement partie de la réalité dans la mesure où on ne peut pas être, comment dire, dans l'imagination totale, à moins que vous ne soyez des êtres éthérés. On est d'accord. Ça, j'ai écrit tout un article là-dessus qui est dans le Maelstrom. Ouais, je sais, je l'ai lu. Au sujet de... Voilà, mais je le pense depuis bien des années, mais voilà. Oui. Comme ça, on le reprécise, on est sûr que les gens ont compris. Le jeu de rôle implique nécessairement le joueur qui y joue. Point barre. Il n'y a pas moyen de... Bon, alors, il y a des degrés plus ou moins forts d'immersion, Tout à fait. d'implication. Oui, tout à fait. Tout est dans le degré. Toute œuvre imaginaire implique quelque chose. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure dans le bouquin. C'est moi, quand j'ai regardé Dancer in the Dark, ça m'a remué les tripes. J'ai pleuré pendant plus d'1 heure dans ce film. Mais ça, alors évidemment, ça m'a mis mal à l'aise. Mais après, c'est peut-être un truc aussi qui m'a permis d'avoir cette notion sociétale très forte qui est en moi. Tant qu'on est dans les notions sociétales, je trouvais ça très honnête de ta part de préciser pour la civilisation occidentale, parce que vois... De quoi tu parles? Parce qu'en fait, il y a un moment... n'étais pas là quand elle nous a lu ce texte. C'est en fait, t'as précisé que les personnages devaient évoluer dans un monde contemporain occidental. Parce que tu sais que ce jeu sera vendu dans des pays et puis occidentaux. pour le fait que moi j'écris un truc moi je peux pas écrire sur ce que je connais pas en fait. Voilà, et c'est vrai qu'il y a nombre de créatifs, jeux de rôle et plein d'autres, cinéma, littérature, qui se permettent des choses absolument aberrantes, ahurissantes. RG, si tu nous écoutes, ah bah non, t'es mort. Ça, et c'est malhonnête, mais voilà. Et je trouve ça, super honnête d'avoir fait ça, ou un super clair, et c'est présent dans le contrat, et je pense qu'il faudrait le mettre vraiment dans toutes les productions artistiques, parce qu'il y a un moment, tu connais pas. Tu n'en parles pas. C'est pas Cédric, tu sais bien que les RG nous écoutent. Oui, les RG nous écoutent. À cause de toi, en plus. Si t'avais pas tant participé au CPE, salaud. Conneries. Bon, allez. Moi, je trouve ça très intéressant ce que vient de dire Cédric. Le fait, justement, que tu précises que ce jeu est fait pour jouer dans des réalités connues des joueurs, tu vois, de façon à éviter justement les caricatures populistes. Enfin, je sais pas comment dire. Le truc, c'est que par contre, qu'est-ce que tu feras si ton jeu atterrit par hasard dans les mains, par exemple, d'un Russe ou de quelqu'un en Corée? Lui, tu vois, il connaît pas la société occidentale forcément. Du coup, il va jouer dans un monde occidental et c'est lui qui fera les poncifs. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est juste jouer la réalité. Une réalité dont vous êtes proche. Et toi, tu es proche de la réalité occidentale, donc tu invites tes joueurs à faire... Maintenant, on joue quand même dans un univers, je le précise aussi du coup, de contes de culture occidentale. Et oui. Et le jeu n'est pas fait pour... Enfin, là, vu tel que je le crée, il est fait pour être joué dans un monde de culture, de contes. Il y aura un autre jeu, le passage à faire. Parce que pour le coup, je connais bien les contes d'Asie. Mais par exemple, je suis pas très forte en contes africains, mais je connais très bien les contes d'Asie, d'Inde, de Chine, de Corée, de Japon. Mais ce serait un jeu complètement différent. C'est pas du tout les mêmes canons. Pour moi, le passage, par exemple, version Asie, ça serait pas les mêmes problématiques non plus. Voilà, tout à fait. Ouais. Le passage version Asie, ça pourrait... Ça, je laisserais quelqu'un l'écrire en Asie. Comment il s'appelle ce film là qu'on avait vu ensemble, là, que j'avais trouvé très raté, là, avec les effets 3D partout là. Oui. Le mec qui est sur un tigre. C'est un Indien qui est sur un bateau avec un tigre. Sur un bateau avec un tigre. La légende d'eau, non, la légende de... Le 17 pi. Le 17 pi, voilà. Que t'as trouvé raté, mais on en discutera un autre jour. Mais moi, je trouve ça j'avais bien aimé. Très raté. Ouais, mais bon, c'est ton avis. Oui, non, enfin... parce que ça défend des problématiques avec lesquelles je suis pas en acquaintance. Oui, il y a une réalité, tout ça, on a déjà parlé, on a dit que c'était pas vrai. C'est un film réaliste qui se fait passer pour un film réenchanteur, et ça, je déteste ça. Ouais, mais sauf qu'encore une fois, je pense que t'as raté la fin, mais voilà. Bon. T'as raté la fin. Il y a un débat, Bon,
Alors, donc voilà, en tout cas, préciser que voilà, on est là dans un jeu de légendes, de contes et légendes occidentaux qui s'adresse effectivement. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, il n'y a pas la volonté de calquer un modèle existant sur des cultures qu'on ne connaît pas. Et ça, tu vois, c'est bien. Très prudent. Très au-delà d'être prudent, c'est que j'ai écrit ce truc-là pour jouer dans les contes là. Oui, donc évidemment qu'il faut pas. Moi je oui, me non, mais bats toi pas. Ça te semble évident. Hein, oui, c'est pas. Enfin voilà, je préfère préciser parce que sinon j'imagine bien qu'à la table, si tu précises pas, vu qu'en ce moment c'est la mode du Japon, je me serais retrouvée avec un Japonais, pourquoi pas un Américain et pourquoi pas un mec d'Amérique du Sud. Et là, c'est déjà compliqué de créer une table avec des personnages qui vont se comprendre, des personnages qui vont se connaître et qui vont vouloir être ensemble. Si en plus ils sont censés être de cultures différentes et qu'en plus on enfonce des portes ouvertes de stéréotypes, merci bien, mais la table elle va jamais fonctionner quoi. Ouais, c'est clair. Ce sera la coterie de l'impossible version réaliste quoi. Déjà on parlera même pas la même langue, alors il y aura. Et puis pour peu qu'il y ait 2-3 blagues de mauvais goût qui commencent à popper, c'est foutu pour l'ambiance et la couleur. Ouais, c'est clair. Laisse tomber quoi. Donc je voulais ajouter quelque chose. À un moment donné, vous avez dit le système de combat ne sert à rien. Moi je suis pas d'accord. Et vous avez dit pourquoi pas le virer, etc. Je suis pas d'accord parce que le système de combat, ça va être le lieu idéal, ou en tout cas les conflits, ça va être les lieux idéaux pour jouer les tares, enfin les transformations et jouer les bienfaits. Et donc il faut nécessairement qu'il y ait des confrontations et des lancers de dés pour qu'on puisse à ce moment-là avoir... Non, Cédric, t'es pas d'accord avec ça? Les combats sont pas... je suis pas très fan d'une parce que le combat c'est vraiment pas le truc que j'ai préféré parce que moi j'ai préféré le reste. Hein. Ah si. Et je trouve que le combat n'est pas par rapport au contrat initial. Je me suis pas senti super à l'aise. Donc après c'est peut-être moi, mais j'ai trouvé que par rapport au contrat initial, le combat je trouvais un petit peu out, j'avais l'impression que ça faisait un petit peu artifice, donc je l'ai adoré moi. Voilà, pourquoi pas. Après c'est peut-être une question de sensibilité, mais moi je me suis pas senti à ma place dans le combat. D'un point de vue contenu fictionnel, ce combat est magique, mais vraiment. Il faut le décrire. On arrive dans une pièce dans laquelle vit un géant. Tout est géant, les chaises, les tables, etc. Et on découvre que... Je sens qu'on va être d'accord et je vais préciser d'un pensée après. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est le système de résolution qui m'ennuie. D'accord, voilà. Parce que toi, c'est le fait de charger au cure-dent à la fourchette. Ça, c'est énorme. Puis, alors, par contre... Un truc qu'il faut dire, c'est que quand on touche le méchant, il se dégonfle comme un ballon. Et ça, c'est une idée géniale. C'est-à-dire que énorme, ce géant, en fait, devient de plus en plus petit jusqu'à la fin nous menacer alors qu'il fait la même taille. À tel point qu'à la fin, on finit par lâcher la fourchette pour prendre notre épée pour le combattre. Et puis à la fin, on finit par le sauver parce que... Et comment on le sauve ? On le sauve en lui mettant des rustines et en le regonflant dedans. Enfin, ça, d'un point de vue fictionnel, c'est juste magique. J'avais l'impression d'être dans Yoshi Island. Ça, par contre, c'était extraordinaire. C'était super bien. Ça correspond au contrat initial. C'est cohérent. Voilà, et vous savez comment j'ai eu l'idée ? Parce qu'en fait, pour créer mes némésies et mes méchants, en fait, je m'entraîne devant la glace. Et donc, je veux à chaque fois des mimiques. Ce sera précisé pour l'adversité. Je veux des mimiques différentes pour chaque personnage que vous allez rencontrer. Sauf qu'au bout d'un moment, les mimiques différentes, c'est toujours un peu compliqué. Et en ce moment, on s'amuse à faire semblant de dégonfler avec Soren. Et Soren est rentré à ce moment-là en faisant... En fait, à l'anniversaire de Soren, il y avait des ballons. Il y avait des ballons à son anniversaire. Et donc, les gamins, ils s'amusaient à les gonfler. Et au lieu de les nouer, ils les lâchaient. Donc, ça faisait... Et le ballon il partait dans tous les sens. Et donc du coup en ce moment c'est un énorme trip avec Soren là-dessus et je me doutais bien que c'était à cause de ça que t'avais... Et du coup ça, c'est pas ça que je reprochais pas le combat en lui-même, c'est vraiment le système de résolution. Soren moi et Pandore, Pandore aussi, le système de résolution est à revoir. Voilà, moi c'était ça. Ouais, attention, je dis pas qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas combat, parce qu'au contraire, le combat était épique. Mais alors déjà il était mal équilibré. Il était mal équilibré. Ensuite, j'ai pensé à 2-3 trucs pour arranger les choses. Donc que j'ai testé après, notamment au moment où tu as chargé avec le... Où en fait, quand tu rates le tumbling forward de Manuel Bedoya, voilà, qui marche bien et qui, je pense, va remplacer le reste. Je voudrais savoir ce que c'est le tumbling forward. C'est quand tu rates, en fait, tu ne rates pas, tu expliques comment tu fais pour rebondir vers une autre situation. Ouais. Et éventuellement problématique. C'est-à-dire comment tu réussis. En fait, tu rates pas, c'est-à-dire que tu réussis, mais tu te remets dans une situation problématique qui va faire avancer l'histoire.
dans un sens comme dans l'autre. Et si vous voulez en savoir plus, Manuel explique parfaitement ce qu'est le Tumbling Forward dans le podcast sur Summer Camp, qui est un jeu qui fonctionne en grande partie sur cette mécanique. Pas uniquement, bien sûr, il est riche de monstres mécaniques ce jeu, mais voilà, ça fonctionne aussi grâce à cette mécanique. Alors, mon point de vue, en tant que passeur, par contre, ce que je trouve cool, c'est de lancer les dés en même temps que vous, quoi. C'est de pas... je me suis pas pris la tête 36 milliards de fois pour calculer des trucs et tout. Je lance et ça... Quel bonheur, parce que je suis incapable de calculer des machins, des bidules, c'est insupportable. Et là, je me suis pas pris la tête pour faire ça. Donc là, tu vois, en fait, tes PNJ, c'est quoi ? C'est un lot de PV, une quantité de PV, 60, 70, un truc comme ça. Une histoire pour chaque PNJ, des points faibles, une façon dont vous pourrez les retourner. Et à chaque fois, marqué, si vous trouvez le point faible, pas besoin de le combattre, vous le retournez. Et donc ça, à mon avis, les points faibles, il faudrait que ce soit les bienfaits qui permettent de les trouver. Et la solution de tuer le personnage, que ce soit les corruptions. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est-à-dire, le bienfait va te permettre de trouver des solutions de retournement, et la corruption va te permettre de trouver des solutions d'effacement. Très bien. Très bien. D'anéantissement. Du coup, j'ai une petite question qui vient de me venir à l'instant. En fait, du coup, je viens de me rendre compte qu'il y avait un décalage entre le combat qu'on a mené, qui était vraiment très drôle, avec un côté grotesque, du haut compte, qui était vraiment génial dans la couleur. Et je me demande si en fait il n'y a pas un décalage avec les problématiques que tu veux poser dans le jeu. Non, c'est le jeu est basé sur le décalage en fait, et sur le fait aussi de pouvoir rendre mal à l'aise les gens. Le décalage fait qu'en fait on est souvent confronté à des trucs assez sérieux et assez noirs dans le jeu. Et moi, j'ai besoin de lâcher la soupape, en fait. D'accord, et du coup, le décalage fait partie... Le décalage fait partie... En fait, c'est ce que Ron appelle le Medfly. C'est que dans un univers extrêmement dark, extrêmement sombre, extrêmement horrifique, tu peux trouver des petits démons qui sont trop mignons et qui vont te faire des chatouilles parce qu'ils ont envie de te faire des chatouilles. Okay, c'est le décalage du Medfly. J'ai ma réponse. C'est hyper important. Moi, je l'avais testé à titre personnel, le Medfly, dans une campagne que j'ai faite d'Agon. C'est-à-dire, j'étais parti sur un Agon beaucoup moins sombre que celui de Yann, beaucoup moins réaliste aussi, beaucoup plus disneyen. Beaucoup moins salopard, dédicace, Yann. J'aime bien comment vous répondez par podcast interposé, c'est assez drôle. Écoutez le podcast sur Néphilim où Yann a quelques idées fleuries sur Cédric. Cédric, un jour, il fera vous réunir, on verra ce qui se passera, que l'univers explosera. Ça a bolté. Hein. Donc, en tout cas, voilà, on l'avait testé dans une campagne d'Agon disneyienne, en fait, un petit peu comme les conseils MJ que je donne dans Sens Néant, et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où tu as du comique, le tragique n'est jamais loin. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Je trouve que tu n'as pas de tragédie sans personnage attachant. Parce qu'au final, si j'avais pas fait ça, est-ce que vous auriez eu envie de regonfler ce pauvre petit truc et d'en faire un copain, tu vois ? Mais tous tes personnages sont trop mignons, en fait. Ouais, c'est vrai. Et à y réfléchir, c'est vrai qu'on est vraiment dans la couleur. Moi, tu vois, même l'oiseau, l'oiseau avec sa cage. Je me suis entraînée pour faire ce cri. En fait, mais c'est un vrai problème, en fait. Moi, c'est un vrai problème quand je joue avec toi, c'est que je t'aime. Et donc, du coup, tous tes personnages, je les trouve d'autant plus mignons. Et j'ai du mal à les tuer, quoi. Le renard, là, ça a été un supplice, quoi. Ah, là, le truc de fin. Alors, le truc de fin, faut qu'on le raconte. Alors, sachant que ça, c'est pas de moi, c'est dans le conte initial de l'oiseau doré. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans le conte initial de l'oiseau doré, en fait, le personnage principal est aidé par un renard pendant tout le conte. Et à la fin, il lui dit, je te demanderai quelque chose. Et à la fin, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu veux me demander ? Tu m'as tellement aidé, je suis prêt à tout pour toi. Oui. Et le renard regarde, fait, coupe-moi la tête et les pattes. Et il peut pas lui dire, vu que c'est une malédiction, il peut pas lui dire pourquoi. Et le héros lui fait, mais je peux pas faire ça. Enfin, je t'aime, quoi. Enfin, t'es mon ami. Et la première fois, il le fait pas. Et le héros se remet dans la daube. Le renard revient l'aider. Il fait, mais cette fois-ci, si je t'aide, tu me couperas la tête et les pattes. Et c'est un énorme déchirement au moment où le héros le fait. Et en fait, il relève pas. Par contre, le renard ne devient pas une sorcière, mais devient en fait le prince qui avait été enlevé de son et maudit jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui couper la tête et les pattes. Ouais. Alors ça, c'est vraiment... moi, d'un point de vue moral, je trouve ça extrêmement problématique comme dilemme. Vraiment, parce que tu peux pas faire le bien en tuant une personne. Enfin, c'est... Tu le tues pas. Mais c'est le problème des contes.
C'est vraiment. Moi, je trouve ça cohérent et voilà. Et pour être honnête, c'est le seul vrai dilemme que j'ai eu. Mais alors, du coup, il m'a fait des nœuds au cerveau. Hein, mais, Et si on n'avait pas été à la fin de la soirée, on aurait probablement passé une bonne heure et demie à se poser des questions. À discuter. Là, tu voulais du narratif, font les ballons quoi. Et très clairement, c'est le seul. J'ai pas réfléchi en termes de narratif. Je voulais du conte. Ouais, je réfléchis. En fait, pour être honnête, je réfléchis rarement. Autour de ces 3 propositions. Mais parce que je suis... Tu veux dire autour des propositions créatives en règle générale? Oui, mais personne en fait. Oui, non, attention, moi j'ai dit ça parce que tu voulais du roleplay, t'en aurais eu pendant 2 heures facilement autour du renard. Parce que là, très clairement, oui, c'était problématique. C'est le seul vrai dilemme dans le sens où j'étais là, je fais merde, il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas de bonne solution. Situation problématique égale Maelstrom. Hein. Et moi j'ai trouvé ça très chouette, le coup du renard. Hein. Voilà, ça c'est clair. C'est clair et net. Hein. Moi, c'est une scène aussi qui m'a beaucoup plu. Surtout quand le seul mec qui techniquement devrait, avoir une position tranchée sur l'euthanasie, nous dit non. Oui, on c'est le seul. Donc il y avait Thomas là qui allait crever dans 6 mois avec son cancer et qui nous fait non, le renard faut pas le tuer parce qu'il a demandé quoi, faut le laisser vivre. Non, justement, faut pas achever. Et, puisque le personnage s'était résolu à vaincre la maladie au retour dans le monde réel. Donc il pouvait pas. Oui, et puis c'est sans raison en plus. C'était pour la pique. C'est une espèce d'assassinat sans raison. C'est refus de l'absurde. Il avait demandé. Non mais demander, oui, mais sans donner les raisons. Et il peut pas, c'est la malédiction. Et donc voilà les nœuds en fait dans lesquels on était emberlificotés. Ouais, non, c'est vraiment un dilemme très intéressant qui pourrait même faire l'objet à lui-même, à mon avis, d'une partie de ton jeu. Et tu vois, justement, dans ces cas-là, comment savoir ce qui est un acte de corrompu de ce qui est un acte de bienfaiteur? Accroche-toi au pinceau. Ce qui est d'autant mieux. Ouais. Accroche-toi au pinceau, il y avait un jeu de mots avec le peintre. Peut-être. Non, mais franchement, accroche-toi. Pour savoir si ce que j'ai fait à la fin en lui coupant la tête et les pattes, c'était un acte de bienfait ou pas, quand elle s'est transformée en... D'autant que je fais volontairement, à ce moment-là, je coupe volontairement la musique et j'ai laissé volontairement une bonne minute où vous regardez son cadavre. Comme dans La Belle et la Bête. Exact. C'est horrible ce passage. Comme dans La Belle et la Bête, et c'est volontaire. Ouais, c'est vrai que j'ai noté ça. Tu nous avais laissé le suspense, genre, en fait, il est mort, quoi. Puis il va rien se passer, quoi. Puis nous, on était en train de regarder, genre, bon, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Surtout qu'il nous disait quand même, vous verrez, après. Il nous parlait d'après. On en discutera après. Donc ça voulait dire qu'il allait pas mourir. Mais en même temps, on savait pas, tu vois, ça se trouve, il allait se transformer en un gros démon. Enfin, tout était vraiment possible, quoi. J'avais même demandé aux autres de sortir leurs épées. J'étais là en mode. Tu sais, je me suis posé la question parce que du coup, quand il revient à la vie, il devient la sorcière du sud. Nord. Du Nord. C'est pas la sorcière du Sud, la gentille. Du Nord. Mais dans le Magicien d'Oz. La sorcière du Nord et la sorcière du Sud sont toutes les deux gentilles dans le Magicien d'Oz. Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, il devient la sorcière du Nord et je m'étais tâtée parce que au début du Magicien d'Oz, en fait, la maison de la Minette écrase la méchante sorcière de l'Est, je crois. Et je m'étais tâtée à ce que c'est ça la sorcière de l'Est qui revienne et qui vous dise un truc là vous m'avez aidé donc je ne vous dirai rien mais la prochaine fois je vous pète la gueule. Je me suis posé la question. Mon Dieu. En tout cas, c'était un dilemme très intéressant. Moi, personnellement, j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec toi. Les derniers points, en fait, de détail ne peuvent pas être podcastés. Ce sont des points de détail qui concernent des calculs, des jets de dés, on verra ça ensemble, des réglages très précis. Juste un petit quelque chose, c'est sur ce qu'on avait dit tout au départ, sur le fait d'exclure les membres d'une même famille. Oui, je reprécise parce que du coup, c'était pas pendant le podcast, donc faut le dire quand même dans le truc. Pardon, je pensais que c'était inclus dans le podcast. J'interdis dans la base du jeu que autour de la table, on puisse jouer les personnages d'une même famille parce que du coup, on pourra résoudre les choses en discutant entre soi et pas en se confrontant aux choses. Mais pourquoi pas plutôt, je ne sais pas, limiter les thématiques ou les problématiques? Parce que nous, par exemple, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
c'est quasiment la famille. Enfin, je veux dire, on aurait pu résoudre des conflits en discutant. Après, nous, bon, c'est vrai les que personnages on concrets, a roulé un mais, peu notre boss. Mais ah oui, mais tu parlais des personnages. Oui, c'est les personnages concrets. Je suis complètement fatigué, idiot. Désolé. Bon, ok, ça marche. Non, j'ai pas dit que les membres d'une même famille pouvaient pas jouer entre eux. Ça, c'est possible. Autant pour moi. Non, je demande à ce que les personnages concrets, les arpenteurs, ne peuvent pas être de la même famille. Mais c'est intéressant, ça. J'arrive pas à comprendre ton argument sur pourquoi est-ce que ça permettrait plus de discuter, de résoudre des choses en discutant. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'autour de la table, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment ils vont dire bon, bah en fait, c'est quoi le problème avec moi ? Et en fait, ils vont résoudre le truc en popotant. Et je me suis posé la question de savoir si je voulais que ça tourne à la Narnia ou pas. Et j'avais pas envie. Non, mais c'est simplement si les problématiques concernent les relations entre les deux personnes de la même famille. Ils pourraient être confrontés à des problématiques distinctes. C'est ça, mais la comme je peur disais, que ça limiter tourne au les thématiques psychodrame aux familial. problématiques. Voilà, c'est ça. Mais le système de règles n'est pas fait pour gérer un festen, en fait. Ouais, je comprends. Ouais, puis bon, voilà. Puis après, c'est pas une grosse interdiction non plus. Enfin, je pense que les joueurs. Parce que moi, j'ai peur qu'il y ait des grosses quoi. problématiques vraiment moches qui puissent apparaître, genre festen. Et clairement, le jeu est pas fait pour gérer ça. Je suis en train de me demander, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'intéresser aux problématiques dans ton jeu ? À part le contrat social qui nous dit vous allez vous y intéresser. C'est léger quand même. Hein. Et c'est pour ça que j'avais mis ça sur la fiche. Parce que j'avais peur que sinon on l'oublie. Ouais. Mais en même temps, on sait à quoi on joue, tu vois, le passage. Que les épreuves nous confrontent justement à des problématiques qui sont. C'est ça. Ouais, en fait, il y a quand même, il y a que c'est tout ça. l'univers c'est est ça. centré C'est là-dessus. le fameux tourner on attend autour quand de, même. Je me suis fait peur là. Voilà, non, c'est mais tourner non, autour mais quand d'eux même, qui amène le joueur à. Le passeur Thomas a complètement attend que les fiches de perso soient créées Oui. pour créer pour enrichir le canevas et transformer. Alors ça, ce sera précisé aussi dans le livre. Comment on fait pour transformer ? Parce qu'il y a le canevas des monstres. Ouais. Et il y a juste un petit canevas de quelques lignes. Et ensuite, ces lignes sont totalement transformées en fonction de chaque perso. Et chaque perso a au minimum 2 monstres à pouvoir rencontrer. Puisque comme je ne sais pas ce que vous allez faire à l'avance, du coup, je me réserve un bestiaire que vous pouvez rencontrer au fur et à mesure. Mais tu vois, en fait, ce que j'avais en tête, c'était les mécaniques de résolution. Les moments où on lance les dés. C'est vrai que là, il y a rien pour. Mais en fait, il y a tout le reste. Enfin, et tout le reste, c'est énorme. C'est juste les 95 ou 99,9% du jeu, quoi. Parce qu'en fait, un combat, ça occupe pas non plus tant de place que ça et tant d'espace que ça dans cet univers. En tout cas, dans cette épreuve-là. Ok, très bien. Juste regretter qu'il ne Thomas. soit pas suffisamment dark. Voilà. Pas suffisamment dark. C'est Pas totalement stable. Je suis vraiment content que tu sois là pour nous dire ça, 6PO. Comment ça, pas dark ? Tu plaisantes ou quoi ? Non, mais il y a eu des scènes assez drôles avec l'ogre, etc. L'oiseau marrant, le renard mignon. Je pensais qu'il allait y avoir un petit peu les scènes du plus corrupteur de... n'étaient pas super Attends, sympas. Ouais, mais qu'on allait... T'as quoi comme Disons, sensibilité exactement, Thomas ? Je veux dire, une fille captive de son très père. chaotique. mais flipper un peu plus, quoi, sur certaines scènes. Avec une fille qui se fond avec la cage et qui est totalement brain damagée par son père parce qu'elle a été maudite et qu'elle doit protéger la cage au péril de sa vie. On n'a pas la même sensibilité. On est dans l'univers On du n'a cours. pas la Non, même mais sensibilité, Thomas. Je pense pas. Hein. Non, mais attends, mais Thomas, faut savoir un truc sur Thomas. Thomas est fan de films Il est d'horreur. fan de films d'horreur. Il les a voilà, tous vus. C'est incroyable. Donc, du coup, c'est vrai que tu t'es calibré aussi. T'as une attente vis-à-vis de ça qui est très élevée. Ouais. On est dans l'horreur des contes. On n'est pas dans l'horreur. On n'est pas dans l'horreur tous toulesque. Ouais. Et encore, l'horreur toulesque, c'est Et bien encore, j'ai Ça quand dépend, même ouais, décrit c'est- l'ogre qui découpe des gens pour les manger. Oui, mais c'est parce qu'en fait, Thomas voudrait que tu t'attardes 3 quarts d'heure sur chaque cadavre. C'est pas vraiment ça, mais je comprends ce que veut dire. Par contre, là où je trouve que Tom a raison, c'est que dans les mécaniques, dans le système, il n'y a rien pour tracer la peur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui résiste du point de vue de la peur. Si le joueur a décidé de jouer à se faire peur, il va avoir peur. Mais s'il a décidé d'en avoir rien à foutre de l'horreur, il peut aussi en avoir rien à foutre de C'est l'horreur. pas faux, ouais, dans les mécaniques, il n'y a rien. qu'elle soit- C'est dans du les tout. descriptions seulement. Parce que, si tu veux, il n'y a pas de mécanique de synesthésie vis-à-vis du... Pour que la peur, ça fonctionne en jeu de rôle, il faut de la synesthésie. C'est-à-dire qu'il faut que le personnage ait quelque chose à perdre, qu'il ait un petit peu peur de... Pour moi, c'était le un joueur, système pardon. de corruption, en fait, les scènes de corruption. Mais c'est pas assez. Est-ce que tu n'as pas eu peur quand même dans le tableau à un moment donné, Thomas ? Non, pas du tout. Et Cédric ? Dans le tableau, Les visages, la déformée, tout ça, c'était pas mal. peur, quand non. même.
Non, pas Bah peur. oui, mais c'est moi qui l'ai créé. Le seul moment où vous avez eu peur, c'est quand j'ai fait du bruit sous la table avec ma claquette involontairement et tout le monde a cru qu'il y avait du bruit dans la maison. Non, moi je pensais que Soren s'était levé, mais après c'est un autre débat. Là. Non, mais franchement, c'est le seul moment où vous avez eu peur. Non, moi j'ai pas eu peur du tout pendant le. Alors, Oui, voilà. sachant que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, C'est pas le phare. dans les pas le tableaux, j'ai testé un truc avec toi parce que je voulais savoir ce qui marchait ou pas, que je n'ai pas testé avec Thomas. C'est que toi, je t'ai demandé de décrire une partie de ce Et que oui, tu bah, voyais. moi j'ai trouvé ça très bien. Et je l'ai noté dans le truc parce qu'en fait, je ne savais pas comment faire jouer les tableaux, donc vous avez testé les deux. Je vous avais prévenu, vous testez les plâtres. Hein. Je sais plus comment on dit. non, mais Vous bah, essuyez Vous les essuyez les plâtres. plâtres. Voilà, donc Thomas, il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu. Attendez, demandez. Oui, ça Je me ne paraît fais parce jamais que de travaux. j'imagine quelqu'un qui teste les plâtres à la barreau. Avec un Il y a petit. tout, il y a avec tout le un plafond petit qui lui marteau. tombe sur la gueule. Donc Thomas, lui, il n'a pas eu besoin, il n'a pas eu à choisir parce que je voulais savoir comment ça se passerait. Et toi, tu as eu à choisir. Et en fait, les personnages, les gens, quand ils peuvent, en fait, souvent, ils se mettent en danger. Donc en fait, je me suis dit validé pour ça. C'est ça, ouais. Non, mais c'est marrant cette histoire de peur quand même. C'est ça. Mais qu'elle soit présente, enfin, soit pas qu'on y soit Je pas. sais Moi, pas, je après, sais pas j'ai- comment faire. Enfin voilà, Maintenant, le but n'est pas, le but du jeu n'est pas de faire peur. Hein. Je dis que ça prend place dans un univers sombre. Oui, mais l'ambiance but du musicale jeu- joue pour beaucoup dans la peur. Moi, je me souviens d'un jour, on avait joué avec le fils de Sébastien, Maurice, une fois au jeu de rôle, tu te souviens, en montagne. Et le gamin, il nous disait clairement, on faisait un Cthulhu, j'avais foutu de la musique qui foutait les boules. À un moment donné, le gamin, il dit non, mais moi j'ai peur là. Et il dit ah ouais, t'as peur, le scénar, tout ça. Ah non, c'est la musique qui me fait peur. Et j'avais trouvé ça criant d'honnêteté, c'est-à-dire que souvent, ce qui fait peur dans un jeu horrifique, on va pas se mentir, hein, c'est les effets sonores, c'est la narration et le son, quoi. Il y a, la description, c'est pour ça que je disais que ça aurait gagné en fait en description. Enfin, pour moi, les décors sont les reflets des personnages. C'est mon côté réaliste 19e qui dit ça. Mais vraiment, pour moi, c'est super important. Donc, du coup, si tu veux instituer un sentiment, je trouve qu'une description plus poussée des décors aide à instituer ce sentiment. Ouais. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un conseil au MJ à faire À mon avis, tu vois, tu as une grande variation. Tu vas avoir des MJ qui vont, quand ils vont lire horrifique, tu vois, par exemple, les joueurs de Milvaux, de Thomas Munier et tout, quand ils vont lire horrifique, ils vont se dire oh, putain, je vais me lâcher, machin. Et puis des joueurs horrifiques, par exemple, qui ont joué à Sens Néant, qui vont lui se dire bah non, on est dans un horrifique disneyen à la façon des méchants de Walt Disney, tu vois. Et donc là, je pense qu'il y aura un curseur en fait qui va se placer et qui sera placé aussi par les gens qui auront réception des metteurs en scène, les gens qui vont réceptionner le livre et qui vont le lire. Tu vois, t'es pas obligé de tout prévoir non plus, Flavie. Hein. Tu peux laisser aussi une certaine marge de. De toute façon, l'univers est comme ça, mais c'est pas le but du jeu. Ouais. Du jeu. Ouais. Donc mais à Thomas, il partir aurait de voulu là... avoir peur. Voilà. Il marchait dans quelques rues de Silent Hill. Va voir l'échelle de Jacob qu'on t'a conseillé au fur et à mesure du. Mais ce sera à réfléchir. Voilà. Je verrai. Est-ce que Thomas, t'as des petites remarques encore que tu voudrais faire ou non? Tu penses que t'as bien fait le tour? Non, on a fait le tour. Non. T'as bien aimé la fin de la partie? Ouais. Bon, la fin, j'ai trouvé vachement la émouvante. fin, le début, la fin a été... Le retour avec les scènes dans la réalité, j'ai trouvé ça très 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 bien. Super émouvant. Ouais, vraiment la scène de Thomas, c'est vraiment beau, quoi. La scène de Thomas où il rassemble ses enfants, où il leur parle. J'ai trouvé que la scène de Thomas était hyper forte. Quand on sent que vraiment. Puis c'était vachement cohérent avec ce que tu avais vécu, tu vois, le côté dans ce monde-là. Dans le monde des rêves, enfin dans le monde imaginaire, tu avais tellement de pouvoir et tellement de capacités physiques que choisir de revenir à la réalité en choisissant la mort, en étant auprès de ses enfants, putain, c'était fort. Hein. Moi, j'ai trouvé ça vachement fort en termes de choix. Là, Tom, bravo. Quoi. Ouais, non, mais c'est le jeu qui permet ça, de développer ce type d'histoire. Et moi, ce que j'aime, c'est la liberté que l'on a dans la création des personnages et de l'histoire des personnages. Et on peut vraiment se lâcher, quoi. Faire vraiment quelque chose de bien et et traiter de problématiques existentielles ou autres assez profondes. Et c'est un point du jeu que je trouve formidable. Cédric, la scène de fin.
Est-ce que tu as des dernières choses à aborder? Ouais, non, scène de fin très émouvante. On n'a pas beaucoup parlé de la feuille de perso, mais moi, il y a quelque chose que j'ai adoré aussi. C'est cette petite ligne là, je ferai tout pour revenir, car je trouve ça vraiment très bien intégré. Et celle-là, on l'écrit à la fin. Celle-là, on l'écrit, non, au fur et à mesure, mais on met du temps pour l'écrire. Ou quand je vois que ça avance. Quand je vois que les gens avancent sur ce qu'ils pensent, du coup, je propose des moments si vous voulez l'écrire. Et ben voilà, tu as trouvé ta solution pour les problématiques. Pourquoi pas faire la même chose avec les problématiques? Tout à fait. Et on peut en inscrire autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Il n'y a pas de raison. Parce que de toute façon, les gens, ils en trouveront 2-3. Hein. Tu dis autant que tu veux, et puis voilà, les gens ils en trouveront au final 2-3. C'est vrai. Problématique ou thématique. Est-ce que tu avais d'autres notes techniques, Seth, sur la partie? Non, on a tout évoqué, donc très bien. Moi, comme je te disais, un des gros points là, qui m'avait manqué lors de la dernière partie et qui est apparu là, c'est le fait que vous avez discuté pendant une bonne partie de cette partie. Vous avez, après, nous, on est bavards. réussi à parler de littérature non-stop, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, quasiment. On a parlé littérature et cinéma. Avec l'échelle de Jacob qu'on a abordé à un moment donné. Du coup, reparler des contes et se rendre compte que en fait, vous en connaissez pas mal, que vous avez mélangé vos idées. Enfin, c'était vraiment cool. J'étais hyper contente. La scène qui t'a le plus plu, toi, Fly, c'est quoi? À un moment donné où tu nous avais un point d'immersion. Vous arrivez en fait dans le village. Et vous allez dans l'auberge, et c'est un village que je décris en noir et blanc, avec d'un côté, il y a énormément de joie, mais vous ressentez beaucoup de tristesse tapis. Volontairement, cette ambiance-là, je la mets parce que je me dis que c'est une ambiance qui va amener à de l'introspection. Et donc, vous vous asseyez dans cette auberge où il n'y a pas de bruit, où il y a vraiment... volontairement aussi, à ce moment-là, je coupe la musique. Et là, vous vous êtes mis à causer. Et j'ai juste tout posé, je vous ai écouté pendant une demi-heure. On parlait notamment de la corruption et du bienfait, en fait, à ce moment-là. Ouais. Des bras de pierre. De la notion de sacrifice. C'est ça. Les gens autour, à savoir, ils s'en avaient carré, quoi, en fait, ce que les gens pensaient, en fait, autour de nous, ce qu'ils nous apportaient. Et puis on s'est révélé un petit peu, parce qu'au départ, on était un peu des inconnus les uns pour les autres, et surtout dans ce passage-là, on s'est dit un petit peu. Toi, t'as carrément reconnu que tu avais le cancer. Voilà, c'est ça. Il a fallu attendre le milieu de la partie pour qu'il dévoile aux autres joueurs qu'il avait une maladie. Comme une espèce de test. Pour le monde réel après. Voilà. Et c'est pas venu. Et ce qui était super agréable, je pense, Fly, c'est que c'est pas venu comme un cheveu sur la soupe, genre passe-moi la miche de pain. Tiens, au fait, j'ai le cancer. Et sinon, tu me passes du pinard. Et c'est là où du coup le traitement de l'ambiance du coup moi je suis pas quelqu'un qui décrit très très bien les il y a tel truc sur le machin et tout. Par contre, poser une ambiance, c'est ce que je sais. Là, l'ambiance était vraiment dans ce village, était bien posée, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le fait qu'on commence à avoir des pouvoirs surnaturels, que lui, il ait des bras de pierre, que lui, il ait du sang noir et que moi, je suis en mesure de faire apparaître des images dans la paume de mes mains, ça va créer en fait une ambiance très particulière. Ça va nous faire discuter autour de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on est. Tu vois, c'est quoi notre identité? Parce qu'à un moment donné, on se pose la question avec Cédric. Cédric dit « Je ferai tout pour rentrer chez moi ». Bah ouais, mais si tu t'es changé en golem de pierre entre-temps et que ton cœur c'est plus que de la pierre, est-ce que ça vaut le coup de rentrer chez toi? Tu vois, il y avait toutes ces questions qui surgissaient d'un coup, qui sont induites par les bienfaits et par les traumas. Savoir si on ramène ou pas ces transformations et ces bienfaits dans le monde réel. C'était pas mal de questionnements là-dessus. C'est vraiment d'excellents questionnements, quoi. Et c'est venu, encore une fois, naturellement, c'est venu au fur et à mesure pendant la discussion. C'est pas venu comme des cheveux sur la soupe, quoi. Et sachant qu'au début du coup parce que la chronique entre guillemets fait 2 scénars. Et au tout début, en fait, c'est le monde imaginaire qui arrive dans le monde réel, et vous le savez parce que du coup, ces choses-là réapparaissent sur vous. Waouh. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le jeu. Du coup, on fait le 2e scénar là. C'est quelque chose que j'ai vraiment énormément apprécié dans le jeu, c'est que j'ai senti qu'il y avait un fond dans ce jeu qui pouvait être énorme. Quand à un moment donné, on va voir le roi dans le premier village et qui nous dit « Il y a très longtemps, quelqu'un comme vous est venu avant, il y a fait des choses », on se dit « Et s'il y avait d'autres arpenteurs ? Et si on n'était pas les seuls ?
Et si dans le monde imaginaire, il y avait déjà des arpenteurs comme nous, qui étaient très bien implantés, qui étaient là avant, et qui faisaient attention à quels arpenteurs arrivent et pourquoi ils arrivent. Et ça sent tout de suite, on sent tout de suite une espèce de... Parce qu'on sait que dans le monde réel, il y a des gens qui connaissent, tu vois, les mythes et légendes. On nous les a racontés quand on était gamin. Qui sont les fameux écrivains des contes, si ce n'est des voyageurs de ces mondes-là? Est-ce qu'on va rencontrer Charles Perrault? Est-ce qu'on va... etc., etc. Et on sent qu'il y a un fond, en fait, derrière ce jeu qui va nous pousser, en fait, aussi à découvrir des secrets. Et la dimension jeu à secret, là, je fais une spéciale dédicace à Emmanuel Meffray. Pour le coup, Emmanuel qui adore ce type d'univers et d'ambiance, je lui conseille vraiment de tester le passage avec toi. Ou alors peut-être ce sera elle, ta future, ton test. C'est vraiment un jeu qui lui plairait, je pense. Parce que là, la dimension profonde à creuser. Moi, j'avais envie de ne pas faire la quête et d'aller me renseigner dans les bibliothèques pour savoir qui étaient ces magiciens, ces arpenteurs qui étaient venus avant. J'avais envie presque, tu vois, d'enquêter sur l'univers lui-même. Et ça, à mon avis, c'est une énorme force du passage aussi. On a envie d'y retourner pour savoir. Oui, voilà, c'est ça. Et ça peut être une autre forme de corruption aussi, de savoir. Parce que notre roi, le premier roi qu'on rencontre qui se fait appeler l'omniscient, il a l'air bien orgueilleux avec tout son savoir et compagnie et compagnie. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ça, c'est une scène à retravailler. Donc, d'accord. Il faut que je réfléchisse à... Mais il restera l'omniscient parce que justement, il veut passer de l'autre côté. Et lui, il a toujours été coincé dans le monde imaginaire. On lui a promis un monde dans lequel il y avait plein de connaissances à glaner qu'il n'a pas encore. En tout cas, là, clairement, moi, je trouve, pour conclure ce podcast, qu'il y a un gap qui a été franchi. Entre le dernier playtest qu'on a fait et celui-ci, là, j'ai l'impression de jouer à un jeu de rôle vraiment beaucoup plus abouti. J'ai pas l'impression de jouer à un jeu de rôle sur 3 bouts de papier, écrit à l'arrache, entre 2 préparations de cours. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un jeu de rôle bien établi, avec des textes, avec des idées vraiment performées. Je sens que là, on a un truc qui est beaucoup plus solide et qui a encore du travail, mais que c'est vraiment un truc beaucoup plus... Là, on a joué de bout en bout, tu vois. Il n'y a pas des moments où on s'est posé des questions. Là, je trouve que tu commences à toucher du doigt quelque chose de très, très, très intéressant. Ça m'a beaucoup fait penser à Into the Woods aussi, hein, quand même, ce jeu. Ah ouais, tu trouves ? Ah bah ouais, carrément. Parce qu'on était dans les bois ? Parce qu'il y avait le renard. Non. moins sombre qu'Into the Woods, quand même, j'ai trouvé. Parce que Into the Woods de Morgan Régnier, on en parle du même... Pardon, non, ouais, ok. C'est un jeu très récent, donc décidément. Ça m'étonne. Mais pourquoi tu pensais à quoi ? Je pensais au film de Disney, en fait. J'ai pas justement, vu. mélange les contes. Je connais pas, c'est quoi ? Ah bah merde alors, je suis sûr, je me suis trompé de référence ou mélange les contes. Où il y a Johnny Depp qui joue le grand méchant loup ou je sais pas. Alors, écoutez, Johnny Depp, dans la mesure où je peux pas le blairer. Non, mais c'est un Disney qui est sorti, c'est comédie musicale, machin. Enfin, ça a eu un certain succès. Alors, je suis assez étonné du coup de. Ah bah écoute, moi je connais pas du tout. Et du coup, ça mélange les contes, ça se passe dans la forêt et du coup, c'est une ambiance qui est assez. Alors, ça n'a rien à voir avec ça, le jeu de Morgan. Ouais, donc désolé, du coup, encore c'est erreur. un être physique. Je m'excuse pour les 2-3 erreurs qui sont glissées dans mon jugement aujourd'hui. Hein, mais je trouve que c'est un peu pareil. Hein. Souvent dans le mythe médiéval, la forêt est le lieu de l'épreuve et de la transformation, justement, le héros rentre dans la forêt, il n'en ressortira plus pareil. Enfin, tu me connais, je suis quand même... Oui, je te connais. La culture médiévale est un truc qui me passionne et me fascine. Et je connais Morgane. Et je sais que vous avez aussi des sources d'inspiration qui se croisent, qui se croisent. Donc, évidemment... Non, mais c'est juste... pour noter aussi les corrélations d'ambiance qu'on peut retrouver dans ce jeu et essayer de bien décrire ce qu'on a fait ce soir. Merci Fly de nous avoir fait. Merci à vous d'avoir playtesté. Merci mes petits demises. Merci au Munchkin. Merci à toi de nous avoir fait jouer. Merci au Munchkin Thomas. Ouais, merci. Merci au Munchkin Cédric. Merci. À très bientôt tout le monde. Salut. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Voilà. Salut. Salut.